C'est à vous, Nelly. C'est bon? Très bien. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Nelly Bozetto, la conseillère dispositif individuel. Et puis, je suis avec Capucine qui se présente. Moi, je suis conseillère formation à l'ANFH Rhône. Et donc, nous sommes toutes les deux chargées du dispositif 4C, donc projet national qui se déploie en délégation Rhône. Alors, pour les anciens, juste une petite anecdote, le 4C qu'on avait, nous, en région Rhône, n'existe plus tel qu'il était, puisqu'il était, c'était un dispositif qui englobait les clés des possibles et qui partait plutôt sur un projet professionnel. Là, le 4C, c'est bien un dispositif qui concerne les compétences clés, donc ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc, 4C, c'est des clés pour des connaissances, des compétences et une carrière. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser à la problématique en fait des compétences clés, et puis que vous puissiez arriver à faire du lien dans vos établissements et à mieux appréhender cette problématique et surtout les difficultés que peuvent rencontrer vos agents par rapport à l'acquisition de ces compétences clés. Donc mieux repérer, mieux accompagner, mieux orienter. Et quand je dis mieux repérer, c'est qu'effectivement, souvent, vous constatez ou vous ne le constatez pas, c'est un public qui est assez invisible et qui se veut invisible parce que effectivement, parfois, c'est très handicapant et c'est une sorte de honte, en tout cas pour certains, de ne pas pouvoir maîtriser ses compétences. Donc, c'est vrai que l'idée de ce webinaire, ça va vraiment vous aider à mieux repérer ce public et avec des situations qui vont vous être présentées, vous dire, ah tiens, peut-être que là, quand j'ai rencontré tel agent, il y a peut-être une problématique un peu du type illettrisme ou en tout cas de difficulté d'acquisition de certaines compétences. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à mieux accompagner ces personnes, mais en sachant déjà de quoi on parle quand on parle de compétences clés. Donc, je vais laisser la parole assez rapidement à Claire Marx. Et puis, effectivement, nous avons Jean-Baptiste Ramon qui va être un peu le modérateur du webinaire et puis qui va vous aider techniquement. Donc, je le remercie d'avance. Et donc, Claire qui anime nos formations, compétences clés déjà depuis un petit moment sur de l'organisme ALPES. Et donc, il va vous présenter les compétences clés et le dispositif que l'on met en place en région Rhône. Donc, on espère que vous allez être tous très intéressés par la thématique et qu'on aura plein d'inscriptions derrière pour ce dispositif. Je vous laisse la parole, Claire. Merci, Nelly. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Claire Marx de l'ALPES, ça a été dit. L'ALPES, on est à la fois organisme de formation et puis de conseil, mais toujours sur le champ des compétences clés. C'est vraiment notre domaine privilégié. C'est notre seul domaine, en fait, d'action pour les publics de premier niveau de qualification. Et donc, on intervient effectivement dans votre secteur, le secteur hospitalier. Alors, ponctuellement, on est intervenu par le passé, mais vraiment depuis 2017. Dans le cadre du marché d'ailleurs 4C qu'on avait avec la NFH Rhône. Et donc là, on est prestataire au niveau national sur les questions de sensibilisation, voilà, pour vous accompagner, vous former aussi à détecter, à orienter, à accompagner vos agents au mieux. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez donc avoir accès au support. Comme je disais tout à l'heure, il vous sera transmis par la suite. Voilà, si vous ne voyez pas l'écran, si vous avez un souci pour voir l'image, n'hésitez pas encore une fois à alerter Jean-Baptiste qui peut vous expliquer comment faire. Normalement, ça doit être bon pour tout le monde. C'est très bien. Parfait. Alors, on est effectivement aujourd'hui pour parler des 4C, donc il y a un dispositif mis en place par la NFH, en fait, depuis 2020. En préambule, je vais revenir en fait sur le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi les compétences clés sont importantes en situation de travail. Il faut avoir en tête que les situations de travail changent. Vous le voyez bien en fait au sein de vos établissements, notamment parce que depuis on va dire une grosse dizaine d'années, on est confronté en fait à une croissance des normes qualité, de la traçabilité. De plus en plus, la transmission des informations sur les postes de travail, c'est fondamental. Et donc, vous êtes confronté à la fonction publique hospitalière à ce changement qui est de taille. Et pour satisfaire à ces nouvelles exigences, en fait, les agents, quelle que soit leur qualification ou leur poste, doivent être en mesure de lire et produire des écrits, d'utiliser des outils numériques et de communiquer des informations à l'oral, à minima.
Voilà, c'est important de replacer tout ça dans un contexte, puisque ce qu'on va étudier ensemble, en fait, puis c'est un peu notre approche, l'ALPES, et c'est aussi l'approche de l'ANFH, c'est l'idée qu'en fait, quand on est en difficulté, c'est avant tout parce qu'on est face à une situation qu'on ne peut pas résoudre, et c'est pas parce qu'on a une difficulté intrinsèque à sa personne, vous voyez. Donc effectivement, c'est important de comprendre qu'un agent de la fonction publique hospitalière, il n'avait peut-être pas les mêmes tâches à réaliser il y a 20, 25 ou 30 ans que maintenant. Donc, il est confronté à des difficultés maintenant plus importantes. Quelques situations concrètes de ces difficultés, c'est par exemple un agent ou une agent qui a été scolarisé en France, qui jusque-là a masqué ses difficultés, mais qui sur son poste ne parvient pas ou difficilement à rédiger un message sur un cahier de transmission, à se référer à des protocoles écrits, à utiliser le logiciel de transmission de l'établissement ou à fournir des explications claires et structurées pour expliquer un problème rencontré, à s'adresser à différents interlocuteurs au sein de son service. Un autre exemple de difficulté qu'on peut rencontrer, c'est un agent qui prend des missions avec un peu plus de responsabilité ou qui va exercer des tâches à dominante administrative, mais qui ne parvient pas ou difficilement à établir des plannings, des documents sur l'outil informatique, à rédiger des mails ou à rédiger un petit rapport, un petit compte-rendu. Et enfin, vous pouvez aussi être confronté, en tout cas dans les agents que vous avez dans vos établissements, quelqu'un qui serait de langue maternelle non francophone, qui a grandi à l'étranger et qui rencontre des difficultés pour comprendre des consignes transmises par sa hiérarchie, échanger des informations avec ses collègues ou répondre aux questions, orienter les usagers, les résidents. Donc tout ça, vous le voyez, c'est un petit peu l'approche qu'on a. Ah pardon, j'en ai une dernière. Un agent qui souhaite évoluer et qui ne parvient pas ou difficilement à identifier les possibilités qui s'offrent à lui, c'est-à-dire quels sont les métiers accessibles, les étapes à franchir pour atteindre ses objectifs, qui a du mal à rechercher efficacement des informations, comprendre comment ça marche les concours, les dates, est-ce qu'il y a des postes vacants, est-ce qu'il y a des personnes ressources que je peux contacter. Et puis qui a du mal, bien évidemment, à passer le cap d'intégrer un parcours de formation qualifiant ou bien une préparation au concours, puisqu'il va potentiellement échouer en fait au test d'entrée. Voilà. Vous voyez, c'est une variété de situations. En tout cas, il faut se dire, vous voyez bien, que ce sont des personnes qui vont être coincées dans un certain nombre de situations parce qu'elles ne maîtrisent pas suffisamment les compétences clés, mais ça va s'incarner très, très différemment selon leur cadre de travail, leur projet d'évolution. En tout cas, les personnes qui sont confrontées à ces difficultés, elles vont mettre en place des stratégies. Donc forcément, puisqu'il faut bien qu'elles arrivent malgré tout soit à faire leur travail, soit pour certaines à évoluer. En tout cas, elles essayent. Donc, il y a plusieurs natures de stratégies quand on est face à ces difficultés. Il y a les stratégies qui sont mises en œuvre par les personnes. Donc, c'est ce qu'on va appeler les stratégies d'évitement, de contournement. Donc, les personnes, elles vont éviter d'être confrontées aux situations où elles risquent d'être prises en défaut. Par exemple, elles vont éviter de renseigner le logiciel de transmission. Ou alors, elles vont contourner, c'est-à-dire qu'elles vont surmobiliser d'autres ressources pour faire quand même ce qu'elles doivent faire, mais avec, par des détours. Donc voilà, ça peut être par exemple d'apprendre par cœur des consignes, des protocoles qu'elles n'arrivent pas à lire en fait par elles-mêmes. Ça peut être de rentrer à la maison et de s'appliquer à pouvoir écrire des petits messages qu'elles vont ensuite recopier sur leur poste de travail le lendemain. Mais voilà, il faut savoir que ce sont des stratégies qui sont des fois quand même efficaces, mais coûteuses en énergie. Voilà. Et l'autre stratégie, elle est plutôt mise en œuvre par l'entourage. Donc, on peut faire le parallèle avec la vie personnelle, en fait. Quelqu'un qui est en difficulté avec les compétences de base, bien souvent, elle s'appuie sur quelqu'un dans son entourage, son conjoint, sa conjointe, ses enfants. En fait, c'est la même chose au travail. Donc, il peut y avoir la solidarité de certains collègues, certains agents dans les équipes qui vont faire à la place, qui vont aider. Voilà. Et il peut y avoir aussi des stratégies de compensation qui ne sont pas toujours conscientes, mais qui sont mises en place de la part de l'établissement. C'est la même chose en entreprise aussi privée, en fait. On retrouve exactement le même mécanisme. Et donc, c'est de mettre en place des modes, des supports qui vont permettre de compenser les difficultés. C'est un exemple qui vous parlera, c'est la question des pictogrammes, vous savez, donc de mettre en place des supports très, très imagés, ce qui est d'un côté une bonne chose puisque ça permet l'accès au sens
pour plein d'agents qui seraient limités en fait en lecture. Mais la limite, c'est que les pictogrammes, ça ne peut pas remplacer toutes les consignes écrites qu'on donne. Vous voyez, ça donne accès à une partie du sens, mais pas tout. Donc, à un moment donné, la personne, elle va quand même être confrontée à une difficulté si elle ne parvient pas à lire les protocoles plus complexes. Voilà. Ça va là-dessus? Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais comme vous n'êtes pas nombreuses, n'hésitez pas à poser des questions aussi, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous souhaitez approfondir une question. Sans souci. Donc, évidemment, vous comprenez bien qu'il y avait une question? Alors, j'ai entendu un petit bruit. Vous comprenez bien hein, qu'à la fois les difficultés et à la fois les stratégies mises en œuvre, ça a des conséquences sur le travail. C'est-à-dire que ce n'est pas neutre, en fait, hein, la maîtrise insuffisante des compétences de base en situation de travail. On s'expose à des risques, puisqu'il y a des consignes d'hygiène, de sécurité qui sont mal comprises, des informations sur les patients qui peuvent être mal transmises aussi aux collègues, à l'équipe suivante. Donc, ça peut potentiellement être grave, en fait. Hein, voilà. Je prends cet exemple qui est très facile à comprendre, mais un mauvais dosage de produits, vous voyez, au pire, par exemple, hein, pour une ASH ou un agent d'entretien, au pire, le sol, il colle, mais au mieux, le sol, il colle, mais au pire, il peut y avoir vraiment des dommages sur la santé. Voilà. Une évolution professionnelle très limitée, donc des départs en formation qui sont difficiles, des passations d'examens ou de concours qui sont quasiment impossibles, et puis des appréhensions face au changement. Donc même, vous voyez, pour prendre des missions, pour un agent qui est en difficulté, pour prendre des missions un petit peu plus larges ou diversifier ses missions, ça peut être complexe. On va le voir aussi hein, quand on va rentrer un peu dans les détails, que pour les personnes en difficulté sur les compétences clés peuvent être très performantes à leur poste, mais parce qu'elles ont pris des habitudes. Et dès lors qu'on va changer quelque chose, ça va être compliqué pour elles d'assumer les tâches. Donc c'est en lien avec le bloc 3 hein, que vous voyez à l'écran, donc c'est l'organisation du travail. C'est impossible en fait pour un service, par exemple, d'introduire un changement, ou c'est très difficile. Les difficultés en compétences clés forcément mobilisent beaucoup les cadres de proximité, on va dire, puisqu'ils vont être obligés de résoudre en fait des problèmes qui ne se poseraient pas si les agents maîtrisaient les compétences clés complètement. Et bien sûr, mais ça a des conséquences sur du stress, en fait. Hein. Ça occasionne du stress, des tensions dans les services. Et parfois, donc, il peut y avoir du stress et des tensions qui sont liées à cette problématique sans que vous l'ayez forcément identifié, puisque c'est une problématique, comme le disait bien Nelly en introduction, qui n'est pas facile, en fait, à identifier. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, aussi. Alors, du coup, pour bien comprendre, hein, parce que j'ai parlé de compétences clés, j'ai parlé de savoir de base, on a utilisé plusieurs terminologies. En fait, c'est important pour vous de bien comprendre ce que ça recouvre, parce que parfois, on peut avoir une vision un petit peu réduite, ce qui est logique, hein, ce n'est pas votre domaine d'expertise. On peut se dire, d'accord, c'est lire, écrire, utiliser l'informatique. Bon, on va voir qu'en fait, les compétences clés en situation de travail, c'est assez riche, en fait. Hein. Elles sont fortement mobilisées dans des situations très variées. Alors bien sûr, ça recouvre les gros blocs, on va dire, de savoirs généraux qui sont quand même des choses qu'on apprend à l'école. Il faut bien l'avoir en tête, hein. C'est bien sûr que c'est quand même les savoirs de base qu'on va intégrer en grande majorité en grandissant à l'école, mais qu'on continue d'intégrer et sur des modes très différents quand on est justement à l'emploi, puisque c'est des savoirs qu'on va mobiliser constamment. C'est la communication orale, hein, donc comprendre, décrire, formuler, interagir avec divers interlocuteurs. Vous le voyez bien, en fait, la communication orale dans un établissement hospitalier ou un EHPAD ou autre, souvent, elle est assez riche parce qu'en fait, même des agents qui ont des fonctions, on va dire, de premier niveau, ils sont confrontés quand même à parler avec des soignants, parler avec des fois des familles, parler avec les patients, même si c'est sur des éléments pas forcément médicaux ou autres parce que ce n'est pas leur poste, pour autant, ils ne sont pas isolés. Donc voilà, cette communication, elle peut être assez riche, assez complexe. La communication écrite, qui est un gros bloc aussi hein, chez vous, en fait, c'est important. Comprendre des documents, mais aussi rechercher efficacement une information et rédiger dans différents contextes. Ça aussi, c'est vrai que c'est important de le comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément sur des rédactions très longues, selon les postes, encore une fois, de travail. Mais parfois, il faut pouvoir écrire le bon mot. Vous voyez, même si on doit écrire 3 lignes, il faut que les mots soient justes. Donc ça, c'est une vraie compétence. Donc, dans les documents de traçabilité, les cahiers de liaison, la messagerie électronique ou autre. Et puis le troisième bloc, on va dire, qu'on connaît, hein, c'est le calcul, le raisonnement mathématique. Donc, encore une fois, qui peut être employé de manière très
on va dire très basiques ou bien beaucoup plus riches selon les emplois. Donc ça, on y reviendra aussi. Mais en tout cas, voilà, un agent, il faut qu'il soit en capacité d'apprécier des quantités, parfois de doser, parfois d'interpréter des taux. Voilà, ce sont que des exemples, hein, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Hein. L'autre, on va dire, versant qui est du coup fondamental, et ce sont aussi, en fait, en tout cas pour le repérage, ce sont aussi des éléments qu'on intègre en fait dans notre scolarité. Simplement, souvent, c'est moins visible, mais c'est fondamental. C'est la capacité à se repérer dans le temps. Donc pouvoir utiliser un calendrier, des fiches horaires, estimer des durées, mais vous voyez, c'est au-delà de la lecture. Ce n'est pas simplement lire le document planning, c'est comprendre vraiment ce que c'est une chronologie, une durée, un intervalle de temps, une fréquence. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, pas forcément acquises pour tout le monde. Et puis, le pendant, c'est le repérage dans l'espace, qui peut être aussi fortement mobilisé chez vous, mais notamment voilà, quand on réalise des remplacements, qu'on doit se rendre dans un autre service, sachant que vous êtes aussi parfois dans des établissements qui sont assez grands, donc c'est difficile. Et donc, c'est les capacités à utiliser un plan, suivre un itinéraire. Et enfin, le bloc vous voyez bien, hein, qui devient de plus en plus fondamental, en fait, c'est le numérique. Donc, avant, en fait, vous voyez, le numérique, ce n'était pas classé dans les savoirs de base, parce qu'en fait, ce n'était pas un savoir qu'on apprenait à l'école. Voilà, enfin moi encore, j'ai pas appris en fait le numérique, l'informatique à l'école. Mais de plus en plus, ça le devient, parce que vous voyez bien que quand on ne maîtrise pas les fonctions de base du numérique, en fait, on est perdu en fait, pour fonctionner, que ce soit dans la vie administrative, sociale et de plus en plus la vie professionnelle. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça a été récemment en fait identifié comme un savoir de base par l'UNESCO, en disant maintenant presque on a un droit fondamental à accéder au numérique, puisqu'on ne peut plus, on est désarmé si on n'a pas les bases. Et donc, voilà, le numérique, c'est très variable, encore une fois, puisqu'il peut y avoir la question de la navigation. Mais en milieu professionnel, en établissement, c'est d'utiliser des applications, des logiciels professionnels qui mobilisent encore d'autres compétences que d'utiliser son ordinateur personnel ou bien son téléphone, vous voyez, ou bien pouvoir accéder à l'intranet aussi de son établissement. Voilà. Et enfin, donc, il y a tout ce qu'on appelle un petit peu les compétences transversales qu'on va toujours travailler en fait dans le cadre de ces formations, puisqu'elles font partie des compétences qu'on mobilise au travail. Hein. Ce sont vraiment des compétences, on va dire, appliquées aux situations de travail. On a bien sûr la capacité à travailler en équipe. Donc, en fait, c'est pas tant, vous voyez, dans le cadre d'une formation compétences clés, c'est pas tant de prêcher la bonne parole et de dire c'est bien le travail en équipe, c'est plutôt de comprendre qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile de comprendre les missions de chacun, chacune, comprendre les périmètres de responsabilité, prendre en compte différents points de vue. Vous voyez, donc c'est pas tant sur l'attitude, le comportement, on va pas faire la morale, quoi, si vous voulez, aux personnes, mais c'est vraiment sur ces notions de se repérer dans des enjeux, dans un environnement. Voilà. L'aptitude à travailler en autonomie, c'est un peu la capacité d'initiative, se renseigner, rendre compte d'un problème, proposer des améliorations. Ça, c'est pareil, on peut très bien avoir envie de le faire, mais pas être en capacité, pas avoir les moyens en fait, de le faire. Donc, ça peut être travaillé dans le cadre de ces formations aussi. Et puis, il y a tout ce qui est l'apprendre à apprendre. Alors, c'est peut-être une terminologie que vous avez déjà entendue. En fait, c'est se dire, un individu, pour apprendre tout au long de sa vie, pour bénéficier des formations, il faut aussi qu'il acquiert une méthodologie de travail. Et ça, c'est pareil, c'est très inégalitaire finalement. Notre système fait qu'à l'école, il y a des élèves qui l'apprennent en fait très vite et d'autres qui ne l'apprennent jamais. Donc, c'est comment j'identifie mes acquis, mes difficultés, mes ressources, sur quoi je peux m'appuyer pour travailler. Quelle méthodologie de travail je vais adopter, comment je développe mes capacités à mémoriser des éléments. Et vous voyez, on le voit bien pour des personnes qui préparent des concours, vous connaissez bien ça en fait, dans votre secteur. Il y a des personnes, en fait, elles connaissent, mais en fait, elles n'ont pas la méthodologie de travail suffisante pour aller assez vite, pour intégrer les connaissances. Elles ne seraient pas bloquées si elles avaient cette méthodologie d'acquisition. Voilà. Le bon exemple, c'est faire des fiches, par exemple. Vous savez, on faisait des fiches des fois pour des examens. Faire des fiches, ça s'apprend en fait. Ce n'est pas du tout naturel comme mécanisme. Et enfin, donc, il y a tout ce qui est le raisonnement autour des gestes, des postures, des règles d'hygiène,
et la sécurité et l'environnement. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une formation, vous voyez, technique, métier, règles au sens de protocole appliqué dans vos établissements, parce que ça, nous, ce ne serait pas notre champ, en fait. Hein. Mais c'est plutôt la capacité à comprendre ces règles et à raisonner autour de ces règles. Donc voilà, alerter sur un risque, transmettre des consignes de sécurité à des collègues, comprendre le cadre, en fait, d'une règle de sécurité, d'un règlement. Voilà ce que recouvrent les compétences clés. Je reviens sur le terme compétences clés quand même, parce que j'ai dit on utilise plusieurs terminologies. Moi, j'ai tendance à dire peu importe, tant qu'on sait ce qu'on met derrière, en fait. Hein, il n'y a pas de jargon. On n'est pas là pour avoir un jargon spécialisé, en fait. J'explique quand même pourquoi on utilise ce terme compétences clés. C'est le terme aussi qu'a choisi l'ANFH. Ces compétences, c'est l'idée que ce sont bien des savoirs qui sont mobilisés en situation de travail. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est en situation de travail qu'on met en place, qu'on met en œuvre ces compétences. Et clé, parce que vous voyez, ça parle bien la clé parce que c'est un peu la clé pour ouvrir des portes vers d'autres choses. C'est-à-dire, c'est de dire les compétences clés, c'est la première marche. Si vous ne les avez pas, vous êtes malgré tout bloqué en fait pour tous les éléments que j'ai évoqués auparavant. Donc évoluer, passer des concours, des examens, être à l'aise dans son poste. Voilà. Est-ce que ça va sur cette première phase ? N'hésitez pas également à utiliser le chat pour poser des questions. On a notre assistant Jean-Baptiste. Ah, je vois qu'il y a une question. Ah, c'est plutôt une remarque. Très bien, merci. Alors, bien sûr, vous voyez, j'ai fait état en fait de ce que sont les compétences clés en situation de travail en essayant de prendre des exemples qui vous parlent le plus possible dans vos secteurs, dans vos établissements. Maintenant, c'est important pour vous de comprendre qui ça peut concerner, ces problématiques de compétences clés. Pourquoi c'est important pour vous de le comprendre ? Il n'y a pas l'enjeu ici de faire de vous des formateurs pour adultes ou des diagnostiqueurs, si je peux utiliser ce mot. Ce n'est pas votre métier. Vous êtes cadre de santé, vous êtes RH dans un établissement, vous êtes responsable formation. Par contre, c'est important de comprendre les problématiques d'apprentissage des personnes concernées par ces difficultés parce que c'est ça qui va déterminer la manière dont elles arrivent à la formation. Donc, vous voyez, il y a plutôt dans l'idée de repérer et d'accompagner, il va y avoir des signes qui sont différents selon la problématique d'apprentissage qu'on rencontre. Voilà pourquoi, pour nous, c'est important quand même que vous soyez outillés sur ce sujet. Alors, j'avance. Du coup, les problématiques d'apprentissage, en fait, elles sont très déterminées par la scolarité, ce qui est bien normal puisqu'on est bien sur le champ des savoirs fondamentaux, comme je l'ai dit plusieurs fois, qui sont quand même travaillés à l'école, en fait. Donc, la première question que je vais me poser pour identifier un petit peu la personne de quoi elle relève, c'est est-ce qu'elle a été scolarisée ? Déjà, scolarisée tout court. Si elle n'a jamais été scolarisée, il s'agit d'une personne qui a forcément grandi à l'étranger, puisqu'en fait, en France, la scolarité est obligatoire depuis tellement de temps que, si vous voulez, les personnes jamais scolarisées qui ont grandi en France, c'est vraiment très, très à la marge, soit des personnes qui ont eu des graves problèmes de santé, qui n'ont jamais pu aller à l'école, soit on peut en trouver, mais c'est très rare, vraiment encore très à la marge dans la communauté des gens du voyage, parfois. Mais vous voyez, ce sont quand même des personnes qui ont souvent eu un rapport à l'école, c'est-à-dire qu'elles ont été un petit peu scolarisées à droite à gauche. Et en plus, en France, le rapport à l'école est tellement fort que même quelqu'un qui n'aurait jamais été scolarisé, il n'est pas éloigné complètement de l'école. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'alphabétisation, donc qui décrit cette problématique. Quelqu'un qui n'a jamais été scolarisé, en fait, concerne des personnes qui viennent de pays où la scolarité n'est pas obligatoire, ou alors elle est obligatoire, mais ce n'est pas appliqué, quoi, si vous voulez. C'est ça. Voilà. Donc, jamais ou très peu scolarisé. Après, ça peut être des provenances très, très diverses. Dans les établissements, nous, pour l'expérience qu'on a, des personnes qu'on a pu rencontrer, bien souvent dans des gros établissements de villes importantes, vous pouvez avoir des personnes issues d'Afrique subsaharienne, par exemple, ou du Maghreb qui peuvent être dans cette problématique. Voilà, mais dans d'autres établissements où l'immigration est différente, ça pourrait être d'autres communautés, en fait. Si oui, on va se poser une autre question, en fait, c'est est-ce que la scolarisation a été effectuée en France ? Ça, c'est très important aussi, puisque ce n'est pas du tout la même approche qu'on va avoir derrière. Donc, si la scolarisation a été effectuée ailleurs, pour aller très vite, on va parler de FLE, donc c'est français langue étrangère. Je vais revenir un peu sur cette terminologie après. Et si oui, la scolarisation a été effectuée en France, on va avoir affaire à deux problématiques.
l'illettrisme. Donc, on va bien le caractériser parce que l'illettrisme, vous savez, c'est un peu un gros mot. Mais en fait, pour nous, en tout cas, professionnels de la formation, c'est important ce mot parce qu'il recouvre une réalité qui est vraiment précise et qu'il faut bien comprendre. Il est évident que ce n'est pas un mot que vous allez utiliser quand vous allez parler du dispositif à vos agents. D'accord, parce que c'est un mot qui est très mal connoté. C'est dommage parce qu'en fait, il décrit une réalité voilà, qui existe. Mais pour autant, il est tellement mal connoté que bien sûr, ça peut être mal pris. Et il n'y a aucun enjeu, d'ailleurs, pour toutes les problématiques qu'on décrit ici, à utiliser cette terminologie avec vos agents. C'est plutôt pour vous, pour avoir des clés, pour comprendre en fait. Alors, rentrons un peu dans les détails. Donc là, je vous présente une diapo qui est un peu plus étoffée. Voilà. Il n'y aura pas d'interro derrière, donc vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. C'est plus pour comprendre. Donc, si on commence par le FLE et l'analphabétisme, donc je le rappelle, qui concerne des personnes d'origine étrangère, en fait. Le FLE, donc, c'est quelqu'un qui a été scolarisé dans sa langue ou dans la langue du pays où elle a grandi, parce que vous pouvez avoir des profils de personnes, évidemment, qui n'ont pas forcément grandi dans leur pays d'origine non plus. Le français, donc, pour eux, c'est une langue étrangère ou des fois une langue seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, langue seconde? Évidemment, quand on a grandi en Algérie, vous voyez, le français, c'est pas la même chose, quoi. En tout cas, ça dépend où en Algérie, mais quand même, il y a des chances qu'on en ait entendu parler en grandissant. Alors que si on a grandi au Nigeria, vous voyez, le français, c'est étranger. Voilà. Donc, c'est déjà pas la même chose, vous voyez. Et puis, la personne, elle a pu être scolarisée à différents niveaux. Évidemment. Donc, elle a pu être scolarisée au niveau primaire, au niveau secondaire, l'équivalent collège ou lycée, et au niveau de l'université. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose, encore une fois. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pour nous, surtout parce que vous n'allez pas aller forcément dans ce niveau de détail, mais ça vous aide à comprendre. Quelqu'un qui a été au niveau, je dis n'importe quoi, au niveau primaire au Maroc, par exemple, on peut faire l'hypothèse quand même au niveau primaire qu'il y a peut-être d'autres choses au-delà de la langue française à travailler dans le cadre de la formation. Parce que quand on est allé jusqu'au niveau CM2, vous voyez bien, en maths, en raisonnement, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas travaillées. Même si on les a acquis des fois par l'expérience, on ne les a peut-être pas acquis tout à fait formellement. Vous voyez. L'objet, c'est pas du tout de dire que quand on n'a pas acquis à l'école, on n'a pas acquis par la suite. Parce qu'il y a des profils très étonnants qui acquièrent par eux-mêmes plein de choses. Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais quand même, des fois, il faut revenir en fait sur des fondamentaux. Quelqu'un qui a un bac plus 6 dans son pays d'origine, vous imaginez bien qu'on est vraiment là sur une problématique linguistique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raisonnements qui sont acquis. D'ailleurs, parfois, ce sont des personnes qui sont très à l'aise en numérique, par exemple. On va être vraiment sur une approche plutôt du français, en fait. Ces personnes, de quoi elles peuvent avoir besoin? Du français oral et puis aussi du français écrit. Donc, au-delà de ce que j'ai dit sur les savoirs fondamentaux, pour certaines d'entre elles. Et éventuellement, ce qui peut rajouter une difficulté, c'est quand la personne n'a pas le même alphabet dans sa langue d'origine. Donc, vous voyez, même des personnes qui sont en France depuis très longtemps, qui vont être à l'aise à l'oral, comme il y en a souvent dans les agents de la fonction publique hospitalière qui s'expriment bien, même si elles font des fautes à l'oral, mais on les comprend très bien. En fait, à l'écrit, si elles n'ont jamais été formées, elles peuvent avoir un tout petit niveau. Mais des fois, vous ne le savez pas forcément, parce qu'elles ne sont pas amenées à beaucoup écrire. Mais pour autant, quand on n'a jamais appris une langue à l'écrit, c'est pas forcément simple. Pour l'analphabétisme, donc quelqu'un qui a été très peu scolarisé, voire jamais dans son pays d'origine, en fait, il est bien sûr qu'il y a un enjeu d'apprentissage du français, mais il y a aussi tout l'enjeu de l'alphabétisation. Donc en fait, pour bien comprendre, c'est comme si vous n'aviez jamais été scolarisé et vous allez apprendre à lire et à écrire dans une langue qui n'est pas la vôtre. Vous voyez un peu la complexité. Si on était très bon, les organismes de formation, on aurait un formateur dans chaque langue d'origine de nos apprenants. Vous voyez bien que ce n'est pas possible, il y a trop de langues d'origine. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus facile d'être alphabétisé dans sa propre langue. Voilà. Donc, du coup, il faut comprendre l'enjeu, en fait. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est aussi pour que vous compreniez que les durées de formation ne sont pas les mêmes. Si on est un FLE bac plus 6 et qu'en fait, on va avoir besoin d'un appui en français écrit, par exemple, pour être capable d'écrire des messages compréhensibles ou de renseigner un logiciel de transmission, mais que tout le reste est tout à fait en place, ou si on est analphabète et que du coup, on doit apprendre carrément dans la formation à lire. Vous voyez, c'est un autre niveau en fait. Et puis, ce sont des personnes qui formellement n'ont pas non plus appris les savoirs fondamentaux, l'espace-temps, le calcul. Et c'est intéressant pour vous de le comprendre parce que parfois, vous pouvez être surpris sur certains agents, sachant ou non d'ailleurs leur profil scolaire, mais de vous dire, tiens, mais je ne comprends pas le planning, on l'a expliqué je ne sais pas combien de fois, je donne le document, puis en fait, elle n'a toujours pas compris son planning. Voyez. Et en fait, c'est qu'il y a des savoirs fondamentaux à travailler
qui ne sont pas de votre ressort. C'est un métier, en fait, de faire travailler ces savoirs. Vous ne pouvez pas le faire vous, c'est évident. Et du coup, c'est vraiment des marches à gravir, en fait, sur le repérage des éléments dans le calendrier, des mois, des jours, le découpage du temps, vous voyez, qui n'ont jamais, en fait, été acquis. Et la personne, elle fait, malgré tout, elle fait, mais forcément, elle est confrontée à des difficultés. Voilà, donc voilà pour les problématiques FLE et analphabétisme. N'hésitez pas s'il y a des questions, parce que parfois là-dessus, c'est un peu technique aussi. Sur les problématiques qui vont concerner les personnes, on va dire françaises, pour aller vite, quoi. Quand je dis françaises, c'est qui ont grandi en France. Vous pouvez avoir des personnes qui sont arrivées en France jeunes, qui vont être concernées par ces problématiques parce qu'en fait, elles ont été scolarisées en France. C'est ça, en fait, qui fait la différence. On va parler d'illettrisme, donc ça, c'est une problématique qui va beaucoup nous intéresser. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes les plus difficiles à repérer. Si je reviens un peu en arrière, mais si je reprends les personnes qui relèvent de l'analphabétisme ou du français langue étrangère, il y a quand même quelque chose qui vous permet de repérer, c'est que le français n'est pas leur langue maternelle. Donc, c'est plus facile à imaginer que quelqu'un est en difficulté quand vous voyez que des fois, elle fait des erreurs à l'oral. Vous pouvez l'imaginer, en fait, qu'elle est en difficulté. Quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, c'est quelqu'un qui a été scolarisé en France, alors parfois de manière très erratique, pas en continu, pour plein de raisons. Il y a des causes très, très variées, en fait. Et parfois qui a bien suivi sa scolarité jusqu'à 16 ans, mais qui a une très mauvaise expérience de l'école et qui a développé des blocages par rapport à l'apprentissage. Ce qui fait qu'elle a mal acquis ou très peu acquis les savoirs fondamentaux. C'est important de comprendre aussi qu'il y a une histoire de blocage, il y a une histoire de honte derrière, parce qu'en fait, quand on a mal appris, notamment en France où le savoir, il est très valorisé quand même, c'est important de savoir, c'est important de savoir écrire, c'est important de savoir calculer. La personne, en fait, elle a développé de la honte et puis elle cache les difficultés. Donc, pourquoi vous n'allez jamais les identifier ou difficilement, quoi, ça dépend à quel point vous connaissez les agents et puis comment vous êtes en relation avec eux. Et des fois, c'est des choses dont ils peuvent vous parler, selon le niveau de confiance. Mais souvent, ce sont des personnes qui sont des très bons professionnels parce que justement, elles n'ont pas envie d'être prises en défaut. Vous voyez, j'ai parlé des stratégies tout à l'heure, les stratégies qui surmobilisent des ressources pour quand même arriver à faire ce qu'on doit faire. Parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être démasqué. Voilà. On a peur d'être mal vu, on a peur de perdre son poste, on peut avoir peur d'un certain nombre de choses qui sont justifiées d'ailleurs, parce que ce n'est pas en fait facile dans cette société d'avoir du mal à lire, à calculer sur des choses relativement simples. Donc en fait, l'enjeu pour ces personnes-là en formation, c'est vraiment leur donner envie d'apprendre. Il y a une histoire de réconciliation quand même avec l'apprentissage. C'est montrer que l'apprentissage, ça peut les valoriser et c'est pas juste de se sentir stigmatisé. C'est remédier en fait. Donc c'est remédier, c'est-à-dire c'est vraiment apprendre des choses qu'elles n'ont pas pu apprendre, mais auxquelles elles ont été confrontées. Vous voyez. Et puis il faut un peu tout déconstruire parce que des fois, ce sont des personnes qui ont appris tellement dans la souffrance, j'allais dire, qu'en fait, les savoirs sont un petit peu acquis, mais pas vraiment. Donc, c'est presque des fois pire que de ne pas savoir du tout, parce que vous voyez, il y a des représentations, mais qu'il va falloir complètement déconstruire en formation. Donc, vous le comprenez bien, ce sont des apprentissages très longs. Voilà, ça aussi, il faut vraiment l'intégrer, c'est-à-dire qu'il y a toute cette étape déjà de mise en confiance, de donner envie d'apprendre, déconstruire des choses sur lesquelles on a bâti notre raisonnement un peu toute notre vie, mais en fait qui ne fonctionnent pas tout à fait, et ensuite intégrer des fondamentaux. Donc voilà, ça c'est aussi pour comprendre les durées de formation qu'on peut proposer à ces personnes-là. Sans quoi on fait rien. Voilà, on va pas proposer 30 heures de formation à une personne en situation d'illettrisme, on ne fera pas grand-chose. Ça sera plutôt frustrant en fait qu'autre chose. Voilà. La grande différence entre les analphabètes et les personnes en situation d'illettrisme, c'est que les personnes analphabètes, souvent, elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc elles ont plutôt une représentation positive de l'école et donc de la formation. Et c'est plutôt qu'elles n'arrivent pas à accéder parce qu'elles sont limitées par leur niveau, si vous voulez, d'autonomie. Mais souvent, quand vous allez leur proposer, les personnes en situation d'analphabétisme, elles vont être partantes, souvent. Parce que c'est souvent une chance, en fait. Elles le perçoivent comme une chance. Les personnes en situation d'illettrisme, elles vont majoritairement, alors ça dépend du cheminement qu'elles ont fait, mais majoritairement, elles vont vous dire « Non, mais moi, je n'ai pas besoin. Mais non, mais ça ne m'intéresse pas. Mais non, mais moi, je ne veux pas retourner à l'école. » Donc, il y a tout un enjeu pour vous de comment les mobiliser, ces personnes. Alors, on ne va pas faire l'atelier aujourd'hui, puisque vous savez que dans cette démarche des 4C de sensibilisation, on propose aussi des ateliers pour approfondir certaines dimensions. Donc, ça fait partie des ateliers qu'on peut animer aussi. C'est comment on organise le repérage des personnes en situation d'illettrisme et comment on les accompagne vers un parcours. Et enfin, donc, la dernière problématique, c'est la remise à niveau. Donc là, on est sur des personnes en fait qui ont des acquis, on va dire, incomplets de la scolarité en France,
ou alors des acquis qu'elles n'ont pas bien sollicités dans le cadre professionnel. Vous voyez, je pense à des personnes, voilà, elles ont été jusque bac pro, même avant, hein, ça peut s'arrêter au CAP ou autre, mais la scolarité s'est plus ou moins bien passée, mais ça pouvait être des élèves moyens, voire bons d'ailleurs, mais simplement, il y a des petites choses qui n'ont pas été intégrées, vous voyez. Et en fait, dans le cadre d'une reconversion, d'une volonté d'évoluer, d'un changement de situation, ces personnes se disent, en fait, oui, j'aimerais bien revoir certaines choses. Et donc, c'est réactualiser, c'est enrichir. Donc, on n'est pas du tout sur le même niveau de problématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage. Et ce sont des personnes qui ont suffisamment de base aussi pour être à l'aise, ce qui va jouer aussi sur la durée de formation. Voilà, quelqu'un qui relève de la remise à niveau. Bien sûr, je vais vous dire n'importe quoi, mais en une journée de travail sur les pourcentages, peut-être c'est une notion que la personne, elle va revoir et en fait, elle va se dire, oui, c'est bon. Simplement, elle avait besoin qu'on lui réexplique et elle a besoin de pratiquer pour pouvoir maîtriser cette notion. Quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, qui n'est pas bon en maths, parce que vous voyez, on peut être quand même bon en maths et pas bon à l'écrit, ou voilà, on n'est pas forcément illettré dans tous les domaines. Si vous lui dites d'emblée, voilà, en une journée, on va faire les pourcentages, accrochez-vous. C'est pas possible, en fait. Il va falloir revoir d'autres fondamentaux avant d'attaquer ce bloc qui est les pourcentages, qui est un raisonnement très abstrait. Voilà sur les problématiques. Donc, j'ai beaucoup développé. J'espère que c'est clair pour vous. Puis j'espère que ça vous permet de reconnaître aussi un petit peu des personnes que vous connaissez, parce que parfois, vous avez en fait ces contacts avec les agents et vous avez des informations sur leur parcours. Et c'est pouvoir le mettre en lien avec des difficultés peut-être que vous aviez identifiées, mais que vous n'arriviez pas bien à nommer ou à classer. Voilà. Alors pour illustrer, c'est toujours bien, on prend des écrits. Encore une fois, vous avez compris, les compétences clés, ce n'est pas que l'écrit, mais simplement dans un webinaire comme celui-ci, c'est vrai que c'est plus facile de s'appuyer sur l'écrit pour vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Je vais vous laisser un peu de temps pour lire ce message pour vous. Puis si quelqu'un a envie d'essayer de le lire à voix haute, peut-être ça peut être intéressant de voir comment vous le comprenez. Voilà. Quelqu'un va essayer de le lire? Nelly, vous voulez essayer? Oui, alors effectivement, on a eu du mal à comprendre. Bonjour de Villeurbanne. Alors on suppose que c'est l'été, l'été, il a voulu dire c'est l'été, certainement. Je joue avec des amis et des amies à la mer du Nord. À bientôt, Philippe. C'est ça. Bientôt, mais bon, Philippe. À bientôt, Philippe, ouais. Donc, bonjour de Villeurbanne, c'est l'été, ouais. Je joue avec des amis et des amies à la mer du Nord. À bientôt, Philippe. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce message? C'est un peu surprenant, un message comme ça. Pourquoi? Parce que c'est très typique des personnes en situation d'illettrisme, en fait. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont acquises ou c'est un peu étonnant. Vous voyez, la mer du Nord, donc la personne, elle a mis un N majuscule, un D à la fin. Donc, voilà, elle sait l'écrire. On voit qu'elle tente des accords, vous voyez, des amis et des amis. On se dit, il y a quelque chose là derrière. Qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête? Est-ce qu'il faut du pluriel? Est-ce qu'il faut du féminin? Voilà, sans forcément l'appeler comme ça dans sa tête. Puis il y a des choses incompréhensibles. Vous voyez, quoi. C'est l'été, vous avez deviné, mais ce n'est pas évident quand même quand on le lit. Et en même temps, vous voyez qu'il n'y a aucun rapport avec l'oral. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une écriture phonétique. Quand on écrit phonétiquement, on n'écrit pas c'est l'été, CE, plus loin les, plus loin ETE, parce que ça ne correspond à rien en fait, phonétiquement. Donc, vous voyez, en fait, il est intéressant cet écrit. On utilise souvent cet écrit, même s'il est ancien. C'est un stagiaire qu'on a eu à l'ALPES, d'ailleurs, qui n'est pas de la fonction publique hospitalière, qui était quelqu'un qui était de la fonction publique territoriale, mais bon, peu importe. On est dans un cadre voilà, qui correspond bien en fait à la situation d'illettrisme, c'est que la personne, elle est souvent bien embrouillée. Et quand on disait déconstruire pour reconstruire, vous voyez, c'est ça en fait. C'est qu'elle va tout le temps essayer de faire appel à des règles parce que malgré tout, elle a aussi un rapport affectif à son passé scolaire. Elle veut renouer, elle veut dire, mais quand même, j'ai bien appris quelque chose à l'école, vous voyez, parce que c'est un peu douloureux. Et donc, elle va chercher tout le temps des règles, mais qu'elle ne maîtrise pas. Donc, ça va l'embarrasser en fait, plus qu'autre chose. Donc, je dis souvent cette anecdote, mais ça peut être des personnes parfois qui vous disent tous les mots de grammaire à d'affilée. Ah, mais là, j'ai essayé de conjuguer, est-ce que c'était l'imparfait ou c'était le subjonctif? Je ne me rappelle plus. Mais en fait, c'est des notions qu'elle ne comprend pas du tout.
Donc voilà, donc vous voyez, il y a bien cet enjeu quand même à se dire, mais comment je peux être compréhensible en fait à l'écrit et de laisser tomber un petit peu, mais ce qui peut être difficile en fait, ce qu'on a vu par le passé pour pouvoir voilà, avoir des nouvelles bases d'apprentissage. Claire, il y a une remarque qui est Ouais. intéressante de Madame Carton qui dit: j'ai une connaissance qui pourrait écrire comme cela, mais avance qu'elle est dyslexique et dysorthographique et qu'elle ne peut rien y faire. Donc ça, c'est intéressant aussi, derrière tous ces 10 qu'on constate aujourd'hui dans les écoles, etc. Est-ce que vraiment, parfois, les personnes ont des difficultés avec les 10 ou c'est effectivement une raison cachée, cachée d'écrisme? C'est une remarque, c'est important. Oui, c'est important de dissocier ces deux thématiques. C'est des thématiques sensibles, hein, parce que voilà, on peut avoir des approches différentes. Nous, ce qu'on dit à l'ALPES, en fait, on peut accueillir des personnes qui vont nous dire, hein, d'ailleurs, je suis diagnostiquée dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, vous voyez, parce que maintenant, il y a aussi dyscalculique. Nous, en fait, on dit, il y a deux champs. Il y a le champ qui est médical, effectivement, hein, qui est de l'ordre des 10, qui est d'ailleurs, dans ce champ-là, il y a des traitements qui sont proposés, suivi orthophonique ou autre. Donc, c'est vrai que quand la personne que vous connaissez dit elle ne peut rien faire, même dans le champ médical, ce n'est pas vraiment le discours qui est tenu non plus par les médecins. Nous, on dit on est formateur pour adultes. Effectivement, on n'est pas dans le champ médical. Donc, plutôt, l'approche, c'est qu'on va prendre en compte ce que nous dit la personne sur ses difficultés, quelles qu'elles soient. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit moi, j'ai vraiment du mal quand on me parle parce qu'en fait, j'arrête d'écouter. C'est une personne à qui on va éviter de parler trop longtemps. On va se dire elle a d'autres stratégies d'apprentissage. Quelqu'un qui nous dit qu'elle est dyslexique et qui, pour elle, ça se caractérise de telle ou telle manière, parce que vous voyez, derrière les 10, c'est pareil, il y a autant un peu de 10 que de personnes, quoi, comme moi je le perçois, parce que je ne suis pas spécialiste du sujet. La personne, on va prendre en compte finalement ce qu'elle nous dit dans ses manières d'apprendre. Et c'est modestement ce qu'on peut faire le mieux en fait pour tenir compte des problématiques de chacun, chacune, sans nous se prononcer sur un diagnostic médical, parce que ce n'est pas notre rôle. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est quand les personnes, elles ont par ailleurs un suivi orthophonique, c'est quand elles font le lien. Vous voyez, parfois, elles font le lien entre « Ah oui, ça, je l'ai vu avec l'orthophoniste, je le retrouve ici en formation, du coup, ça me fait du bien parce que je vois que j'avance. » Voilà, mais nous, en tout cas, on ne va pas rentrer sur ce champ-là strictement médical. Voilà. Je ne sais pas si ça répond en tout cas à cette remarque. Mais c'est sûr que si vous voulez, c'est important de comprendre quand même que derrière tous ces 10, parfois, effectivement, je rejoins un peu ce que vous avez dit, Nelly, parfois, il y a une volonté de diagnostiquer à tout prix des difficultés qui sont de l'ordre de l'apprentissage et en fait, qui peuvent aussi se régler par l'apprentissage. Vous voyez, mais bon, c'est des problématiques complexes, donc on ne peut pas on peut pas éditer de généralité, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, je reviendrai dessus quand je parlerai de la manière dont on s'y prend en formation et du dispositif, mais il faut se dire que quand on est dans une approche très personnalisée et à l'écoute en fait, des apprenants qu'on a en face de nous, il y a beaucoup de difficultés qu'on ne peut pas résoudre directement, mais par contre, on va s'adapter au mieux voilà, à leur modalité. Alors après, donc, je vais vous montrer un autre écrit pour pouvoir illustrer un peu mon propos. Donc là, c'est plus simple à lire peut-être. Quelqu'un veut le lire à voix haute? Je peux solliciter quelqu'un de mon équipe. Noémie, tu veux le lire à voix haute? Il serait possible que Madame X ait un body, car tous les matins, elle met des fels de partout dans sa chambre. De partout. Ouais. Ah, faut que tu recoupes ton micro, Noémie. Ah mince. C'est le risque, parce qu'on est dans le même bureau. Voilà, ça va. Donc là, on est aussi en fait dans le cadre de quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, mais voyez qui a un meilleur niveau d'autonomie en fait que le monsieur précédent, Philippe. Donc ça aussi, c'est en fait pourquoi je vous montre ces deux écrits, c'est pour illustrer le fait que l'illettrisme, comme l'analphabétisme, ce sont des problématiques d'apprentissage, mais ça ne définit pas nécessairement un niveau. Vous voyez, c'est tellement complexe que, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, il peut très bien être super logique, vous voyez, super bon en logique en maths, mais l'écrit, c'est la catastrophe. Voilà. Il a du mal à prendre un stylo, il a du mal à se lancer dans l'écrit, il a du mal à comprendre certains écrits. Et inversement, on peut avoir quelqu'un qui est moins complexé vis-à-vis de l'écrit, même si on ne parlera pas de situation d'illettrisme si la personne écrit parfaitement, si vous voulez. Mais voilà, elle peut être en difficulté, mais quand même, elle y va. Mais par contre, elle a contracté un blocage pas possible en calcul. Voyez. Et pourquoi ? Parce que c'est souvent en lien avec des histoires de l'école, en fait.
Vous voyez, nous, souvent, dans les personnes en situation d'illettrisme qu'on reçoit, quand on échange avec eux, il y a souvent, moi, j'étais super, j'adorais l'école jusqu'en CE2. Et en fait, mon instit de CE2, ça s'est super mal passé en maths. Un jour, je n'ai pas compris, elle m'a engueulée, quoi, en gros. Et en fait, depuis, j'étais le mauvais élève en maths. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est vraiment souvent un petit peu des mécanismes comme ça. Donc, vous voyez, cette personne, elle est quand même un peu plus à l'aise. On comprend un petit peu ce qu'elle écrit, mais en même temps, à un moment donné, ça va être limité. Si elle veut décrire quelque chose de plus complexe, ça va être quand même limité. Puis on voit que partout, c'est pas si facile à comprendre. Et puis des selles, voilà, des selles, on ne sait pas trop si c'est écrit des fels ou des selles. Ça peut rendre difficile pour vous, pour les personnes qui travaillent avec elle, en fait, de comprendre les messages qu'elle laisse quand même. Alors, je vous montre un autre message qui n'est pas dans votre secteur, mais en fait, je n'ai jamais trouvé un message aussi bien représentatif. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans la fonction publique hospitalière. Pareil, je vous laisse le lire. Alors, je vais vous le lire si vous voulez. Donc, dans mon travail, je prépare les machines pour l'expédition. Je fais le chargement des camions. Donc là, en fait, on a affaire à une personne qui est d'origine étrangère, qui relevait de l'analphabétisme, mais qui a appris en fait à des rudiments décrits par la formation. Et en fait, on le voit bien, parce que tout à l'heure, vous savez, je parlais de phonétique. On voit dans son écrit, on reconnaît un peu l'accent en fait dans son écrit. Donc c'est quelqu'un qui est arabophone de départ. Donc on voit parce que dans la langue arabe, vous savez, le E et le I ne sont pas forcément distincts. Donc très souvent, vous entendez des personnes qui sont de langue maternelle arabe qui vont plutôt dire le I pour le E ou l'inverse. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a quand même appris. Donc il y a des mots qu'elle a appris en fait dans le cadre de la formation. Mais il y a des choses qu'il n'a pas vues écrites ou qu'il n'a pas encore appris à écrire, donc il va tenter. Vous voyez, camion, c'est un petit peu ça. Il sait que le que en français, ça peut s'écrire C ou ça peut s'écrire QU. Il tente un peu le coup, mais malgré tout, il essaye. Voilà. Donc, c'est ce message, pourquoi je l'utilise souvent dans ce type de sensibilisation, parce qu'il est très représentatif. C'est à la fois pour montrer ce que c'est quand on écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre, mais en plus, quand on n'a pas appris à écrire dans sa langue, on est plus freiné. Mais en même temps, ce qu'on peut faire en formation, c'est-à-dire que là, le message, il n'est pas tout à fait bien, on ne comprend pas, peut-être pas tout, on comprend un petit peu, mais il faut vous dire, pour quelqu'un qui n'a jamais écrit, c'est énorme en fait comme accès à l'écrit. Voilà, donc c'est aussi pour vous montrer la nature des progrès qu'on peut faire. C'est important de le comprendre parce que si vous envoyez des agents en formation qui relèvent de cette problématique et qu'ils font par exemple 140 heures de formation, puis qu'à la fin des 140 heures, ils écrivent comme ça, vous pourriez être en droit de vous dire super, la formation, c'est quand même pas génial. Il faut se dire, on part de tellement loin en fait que c'est quand même déjà des acquisitions qui sont importantes. Voilà, sachant que ça a été écrit sans modèle, etc. Parce qu'après, on peut travailler à partir de modèles. Il y a plein de choses qui peuvent aider des analphabètes à quand même écrire avec des béquilles, mais où ils peuvent quand même se débrouiller, en fait. Ça va, puis je vous en montre un dernier qui est... Après, pour avancer un peu, je vais le lire. Donc, la lumière ne fonctionne pas dans les vestiaires. Vous pouvez, s'il vous plaît, contacter le technicien. Merci. Donc là, il s'agit d'une personne qui a été scolarisée en Algérie, en fait. Donc c'est un agent d'un établissement de Lyon. Voilà, qui a appris un petit peu à écrire le français. Il y a des erreurs très classiques. Vous pouvez ER au lieu de EZ. Ça, c'est des erreurs d'ailleurs que les Français peuvent faire aussi. Et le problème de son message, vous voyez, c'est qu'il ne sait pas écrire technicien. Parce que du coup, je ne sais pas comment vous l'avez compris, mais du coup, si on ne comprend pas le mot technicien, on ne comprend pas le message. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, vous voyez, c'est aussi pour vous dire, avec cette personne-là qui n'est pas en grande difficulté, en fait, on n'est pas obligé de revoir toute la langue française pour qu'il puisse rédiger des messages qui soient compréhensibles, puisque lui, ça va être de faire l'inventaire des mots qu'il utilise beaucoup. Technicien, c'est un mot qu'il utilise. C'est bien qu'il sache l'écrire. Comme ça, au moins, son message, il est clair. Et ce n'est pas grave s'il y a une erreur selon à qui s'adresse le message. Vous voyez, c'est pas grave en fait. Vous pouvez ER, ça va peut-être pas être prioritaire à traiter pour lui par rapport à d'autres aspects. Voilà. C'est aussi pour vous montrer comment on s'y prend en formation pour être sur des objectifs qui soient atteignables et réalistes, mais qui facilitent vraiment la vie des agents et la vie des services. Ça va sur ces écrits
Est-ce que ça vous évoque des choses, des questions? Est-ce que ça vous rappelle des écrits que vous avez déjà vus, d'ailleurs? C'est difficile d'intervenir dans un webinaire. Ah, j'ai une petite... Oui, ok. Oui, ça peut. D'accord. Oui, bah, du coup, ça peut être dans votre entourage, hein. Donc, il y a quelqu'un qui dit que sa maman écrivait en phonétique. Donc, dans votre entourage, mais aussi dans les agents. Bah, quand vous avez des billes pour bien le comprendre, en tout cas, c'est vraiment important, hein. Ouais, d'accord. Plusieurs réactions. Donc, c'est très bien si c'est des choses que vous avez déjà identifiées et que ça, en tout cas, ça vous donne les billes pour aller un peu plus loin ou un peu mieux comprendre ces problématiques. Vous serez mieux outillé aussi pour en parler, en fait, avec vos agents. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce on doit tout couvrir un petit peu dans ce webinaire, mais c'est l'objet plutôt d'un atelier d'approfondissement. Mais en tout cas, le plus on peut se mettre à la place de quelqu'un, vous voyez, quand je disais tout à l'heure un analphabète, de dire bah, en fait, c'est déjà énorme ce qu'il peut faire alors qu'il n'a pas appris les savoirs fondamentaux dans le cadre de son enfance. Bah, quand vous avez ça en tête, c'est pas pareil de discuter avec lui que si c'est quelque chose que vous n'avez pas mesuré, vous voyez, parce que déjà, c'est très valorisant de pouvoir dire bah, tu as vu, malgré tout, tu sais renseigner tel document, faire ça alors que tu n'as jamais été à l'école, c'est énorme. Et pareil pour une personne en situation d'illettrisme, c'est de se dire bah, oui, tu n'étais pas très copain avec l'école, de ce que tu me dis, bah, quand même, malgré tout, tu arrives à faire ton travail, voilà, tu es toujours à l'heure, tu es toujours présent, tu fais ce qu'on te demande, tu t'organises avec les collègues, bah, en fait, alors qu'il y a plein de choses qui t'ont peut-être manqué en fait, par le passé. Donc, vous voyez, c'est pas rien en fait, hein, dans l'approche pour bien comprendre et bien outiller en fait vos agents. Alors, sur le dispositif 4C, donc pour comprendre un petit peu comment ça se déploie, hein, maintenant on va être sur un aspect plus, on va dire concret, opérationnel. Donc le dispositif 4C, il comprend 3 phases, hein, vous avez compris. Donc il y a la phase de sensibilisation qui est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. C'est pour vous aider à mieux vous approprier la problématique. Il y a la phase de professionnalisation des acteurs. Donc, c'est ce que je disais dans l'idée d'approfondir. Donc là, ça peut être une phase d'atelier. On en discutera aussi avec Nelly et Marie-Capucine sur comment on va le déployer en fait, hein, pour vos établissements. En tout cas, c'est bien que vous soyez au courant que si dans votre établissement, vous sentez un besoin particulier, vous avez un projet, par exemple, d'établissement qui pourrait intégrer des formations 4C, on peut intervenir, nous, l'ALPES, vraiment pour un établissement, voilà, sur une professionnalisation vraiment articulée à vos besoins, ou on peut proposer des ateliers plus transversaux pour différents établissements, avec des modalités variées d'ailleurs, hein. Ça peut être en présentiel, en webinaire comme on fait aujourd'hui, mais où on sera sur un format un peu plus participatif. Voilà. Donc, les thèmes, ils peuvent être divers. Vous voyez, j'ai parlé d'orienter, accompagner les agents, mais on peut aussi aborder la question de comment on communique sur ce dispositif au sein d'un établissement. Parce que parfois, ce n'est pas facile, effectivement, d'employer les bons mots, d'avoir une stratégie qui soit efficace au sein de votre établissement. On peut aussi se mettre d'accord justement sur un plan de communication. Vous voyez, ça peut être très concret, en fait, hein, les ateliers qu'on peut vous proposer. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à contacter la NFH pour avoir plus d'infos. Et puis, enfin, le dernier bloc, c'est ce qui nous intéresse évidemment le plus, parce que c'est le but en soi, hein, c'est les parcours, les formations des agents. Donc, c'est ce que je vais présenter maintenant, pour que vous ayez un peu plus de repères sur comment on s'y prend. Il faut savoir que donc, les métiers visés, les filières concernées par ce dispositif sont très variés, sachant que ce n'est pas exclusif, hein. D'accord, les personnes n'ont pas à rentrer dans ces cases pour être inscrits dans le dispositif 4C. C'est vraiment par rapport à un besoin que vous pouvez identifier et une volonté de l'agent. Voilà. Mais voilà, si vous voulez, cette diapo, elle vous donne une idée de la variété quand même des emplois qu'on peut toucher dans le cadre de ces dispositifs. Et c'est intéressant aussi pour comprendre, parce que je vais l'expliquer plus tard, mais sur comment on s'adapte en formation au profil des personnes. On va bien sûr s'adapter aux personnes par rapport à leur niveau et par rapport à leur problématique d'apprentissage, mais ce qui va être très déterminant, c'est le poste occupé et ou le poste visé. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, hein, quand on est, par exemple, quand on est agent de restauration et d'hôtellerie au sein d'un établissement, on va mobiliser des compétences clés importantes en termes, par exemple, de raisonnement mathématique. Parce qu'on va avoir des recettes, on va avoir, vous savez,
la mise de table ou la préparation des plateaux qui vont nécessiter parfois d'avoir une partie, une portion, combien de portions, vous voyez, des choses comme ça. Mais on va peut-être moins mobiliser. Alors, hôtellerie, ici, vous allez mobiliser pas mal de compétences à l'oral, mais par exemple, agent de restauration, peut-être qu'il y aura moins de communication à l'oral. Vous voyez, il y aura peut-être moins de choses à se dire à l'oral. Peut-être que ça passera plus d'ailleurs par les écrits. Je dis comme ça dépend des réalités après. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple. Par contre, quand on est, vous voyez, surveillant, veilleur de nuit, bah, peut-être que quand on a des compétences de communication quand même à maîtriser, parce qu'on va être confronté à des situations parfois délicates, de conflits, où il va falloir expliquer quelque chose, bah, ce n'est pas du même ordre, vous voyez, qu'agent de restauration. Donc ça aussi, ça va déterminer, au-delà du niveau de la personne, vous voyez, ça va déterminer, nous, en formation, comment on approche les apprentissages avec chacun et sur quoi on les fait travailler. Voilà. Donc les infos, bah, on les a parce qu'on a l'emploi. En fait, on connaît l'emploi de la personne, mais c'est aussi par l'échange. Parce qu'évidemment, je le disais, il ne suffit pas d'avoir le nom d'un travail pour savoir ce que ça recouvre. Et on sait bien que selon les établissements, ça peut être très différent, l'emploi de quelqu'un, même si ça porte le même nom. Voilà, donc on va aussi s'intéresser à la réalité, en fait. Alors, comment ça s'organise très concrètement, la formation des agents? Donc, en fait, c'est une fois que vous avez identifié plusieurs besoins au sein de votre établissement, et que vous avez fait cette petite phase d'échange en fait, hein, avec votre agent qui serait intéressé par la formation éventuellement, ou en tout cas vous voulez lui proposer. Voilà, c'est plutôt ça, je dirais, parce qu'il peut, dans un premier temps, il peut ne pas être intéressé, mais ça vaut quand même le coup de lui proposer. Le plus important, c'est qu'ils comprennent l'agent qu'avant même d'entrer en formation, il y a quand même une rencontre avec nous, donc avec l'ALPES, et que cette rencontre, c'est pas parce qu'il s'engage à venir à cette rencontre, donc qui est le bilan de positionnement initial, que la personne elle va nécessairement rentrer en formation. C'est-à-dire que s'il y a trop de freins, pas parce qu'on va la sélectionner ou non, hein, ce n'est pas de notre côté, c'est plutôt pour vous, c'est intéressant de le mettre en confiance en disant, mais tu sais, c'est un échange, ou vous savez, c'est un échange avec l'organisme. Après, bah, on verra en fait ce qui va se passer, mais en tout cas, comme ça, voilà, tu peux parler de tes besoins, ou vous pouvez évoquer les difficultés, vous pouvez évoquer les difficultés que tu as rencontrées par rapport à ces compétences. Et après, bah, l'organisme, il va te proposer quelque chose. Voilà. Donc, ce bilan de positionnement initial, il est individuel. Ça aussi, c'est important de le comprendre parce que vous savez, vos agents, ils peuvent avoir la vision qui est un peu normale dans votre secteur parce que comme il y a beaucoup de concours et d'examens, qu'on va aller à des tests collectifs. Donc, nous, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est 2 heures par personne qu'on peut organiser au sein de vos établissements ou dans les locaux en fait, hein, de l'ANFH, mais j'y reviendrai. Et dans ces 2 heures, donc, je vais détailler un petit peu après, mais voilà, il y a vraiment l'idée de mettre en confiance et d'échanger avant tout. Avant même de faire des tests, il y a vraiment l'idée d'échange. Ensuite, suite à ce positionnement, nous, on va diriger, en fait, hein, orienter, donc proposer des préconisations, parce que c'est toujours vous, que l'établissement, qui va de toute manière trancher, hein, ce n'est pas nous qui décidons. C'est ce que la personne elle a des besoins quand même importants. Elle relève plutôt du module 1. Donc, vous voyez, vous mettez en lien avec ce que j'ai dit sur les problématiques. Hein. Quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, à part s'il a un projet très, très précis, qu'on a identifié des petites choses qu'il fallait travailler, quand même, il y a fort à parier que ça serait plus intéressant pour lui d'être dans le module 1, parce qu'il faut revenir sur des fondamentaux voilà, très importants. Quelqu'un qui relève de la remise à niveau, en fait, sur 70 heures, déjà, on peut aller très loin. Donc, ça peut être suffisant. Je vois qu'il y a une question. Un bilan de positionnement en visio, c'est envisageable. Alors, je dirais plutôt non pour le bilan initial, parce que justement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées en fait, auparavant, le seul profil pour lequel je le verrais possible, si vous voulez, c'est justement des personnes très à l'aise qui relèvent de la remise à niveau. Donc, c'est toujours une discussion qu'on peut avoir, si vous voulez. Si vous positionnez quelqu'un, c'est intéressant d'en discuter avec nous. Mais si on est sur des profils, comme j'ai évoqué, que ça peut être des Français langue étrangère, des analphabètes, des personnes en situation d'illettrisme, ça sera délicat parce qu'en fait, il faut quand même le présentiel pour bien les accompagner. Et puis, il faut l'accès quand même à l'outil, la compréhension de l'outil. Il y a la réalisation de tests après qui sont accompagnés, ou quand même la personne, si elle n'est pas à l'aise en informatique, ça sera trop compliqué pour elle. Donc, il faut qu'on en discute parce que je vous dis à la marge, quand on a des profils de personnes qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour passer un concours ou autre, c'est pas pareil, vous voyez. Mais pour la majorité des cas, je dirais plutôt non. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Ouais. Voilà, donc après, les personnes vont suivre ce module. En fait, hein, je vais expliquer sur les modalités de déploiement après un de ces modules. Et à l'issue de la formation, c'est important aussi, c'est qu'on prévoit un bilan de positionnement final
Alors, je dis à froid, en fait, quand on les organise trop à froid, le problème, c'est qu'on a du mal à les organiser. Donc, c'est c'est juste, c'est souvent quand même dans la foulée de la formation, mais vous voyez, ça peut être à distance de 3 semaines, un mois après la fin de la formation. Ce qui permet aussi à l'agent d'avoir un petit peu de recul. Est-ce qu'il a mis en pratique les acquis de la formation? Voilà. Et puis, on va aussi, dans le cadre de ce positionnement, faire quelques tests, en fait, pour pouvoir constater avec lui les progrès. Vous voyez, au regard des tests qui avaient été faits au début, en fait, hein. C'est ça. Alors pour l'organisation pratique, donc je vais commencer à vous l'expliquer, mais j'ai quand même quelque chose qui est un peu plus détaillé, par la suite. Donc autant que, même avant l'organisation pratique, c'est plutôt comment, c'est quoi les principes, hein, de notre positionnement et de la formation. Donc le positionnement initial, l'idée donc bien sûr, c'est d'accueillir l'agent, le mettre en confiance. C'est de bien comprendre quel est son parcours. Parce que comme je l'ai dit auparavant, vous voyez, hein, des personnes, leurs acquis en fait en compétences clés et leurs difficultés vont être très, très, en lien avec le parcours qu'elles ont eu. Le poste actuel et puis le projet. Voilà. C'est pas pareil quelqu'un qui est depuis 20 ans dans le secteur hospitalier et puis qui d'un coup se dit: «Ben, ça y est, Alice, ça fait depuis, très longtemps que je suis dans le même service, j'ai envie d'évoluer», par rapport à une personne qui a été embauchée dans l'établissement depuis 1 an, vous voyez, puis qui est encore en train de prendre ses marques. Et c'est pas du tout la même chose en fait, l'abord, des compétences de base. Et puis bien sûr, l'objet du positionnement initial, c'est d'évaluer les acquis et les difficultés sur le champ des compétences clés. Mais il faut comprendre que les tests qu'on va proposer, ils sont d'une part personnalisés, c'est-à-dire que quelqu'un dont on a perçu en fait qu'il est en situation d'illettrisme, qui est très bloqué par rapport aux écrits, vous voyez, on ne va pas aller le torturer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu à aller le faire à tout prix passer des écrits pour voir son niveau. Donc non, on va peut-être lui proposer d'écrire un petit message, quelques mots, pour lui montrer que c'est possible, vous voyez, plutôt. Alors que quelqu'un, voilà, qui est déjà à l'aise, bah oui, on va peut-être aller les chercher quelles sont les natures de difficultés pour que nous, on soit bien outillés après dans le cadre de la formation. Voilà. C'est important aussi qu'ils comprennent, vos agents, quand vous allez les orienter vers ce test, si vous repérez des personnes, qu'il n'y a pas de niveau attendu. Ça, c'est très rare dans la formation, donc il faut bien l'expliquer, vous voyez. Non, mais voilà, vous allez comme vous êtes à l'entretien, et de toute façon, l'organisme de formation, c'est son travail, en fait, de voir de quoi vous avez besoin. Et peu importe la nature de vos difficultés, on n'est pas là, on n'a pas de jugement, puisque cette formation, on n'a pas de pression, on n'a pas de certification, on n'a pas d'examen, donc en fait, il n'y a pas de souci. En fait, au contraire, si on est en grande difficulté, on sera largement bienvenu, puisque la formation, elle est faite pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. La formation sur mesure, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, bah, vous l'avez vu, il y a on va dire 2 natures de durée, quoi, 2 durées. Puisque voilà, quelqu'un qui est déjà bien à l'aise et qui a besoin vraiment de petits acquis supplémentaires, d'aller enrichir des choses sur le numérique, par exemple, de revoir des règles, des choses comme ça, ben, on ne va pas le garder 140 heures, il n'y a pas d'intérêt. Quelqu'un, par contre, qui est plus en difficulté, ça sera bien d'avoir 140 heures avec cette personne. Les contenus, donc je l'ai bien dit, hein, ils sont travaillés en fonction des situations de travail de chacun. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contenus collectifs parce qu'il y a des choses qui concernent tout le monde, et c'est quand même malgré tout tous des agents de la fonction publique hospitalière, donc ils ont bien sûr beaucoup de communs. Mais derrière, il y a des progressions personnalisées. Je vais vous donner un exemple parce que comme ça paraît un peu jargon formateur, hein. Quand on travaille, par exemple, la capacité à rendre compte d'un problème. L'avantage, c'est que dans son travail, tout le monde a des problèmes dont il doit rendre compte. Donc, on va le travailler d'abord en groupe. Vous voyez, bah, vous êtes confronté à quel problème à votre poste? Bah oui, bah, nous, des fois, il y a un matériel qui est cassé, il faut qu'on signale une panne. Bah, moi, des fois, voilà, il y a un usager qui m'a mal parlé, puis il faut que je fasse un petit rapport pour le dire. Moi, des fois, vous voyez, bon, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, hein, comme difficultés, voilà, qui sont classiques. On va les mettre en commun, puis ensuite, on va travailler à partir de chaque situation proposée avec chacun, et selon les modalités selon lesquelles il est censé rendre compte de ce problème. Il y a des personnes, il faut qu'elles en rendent compte à l'oral. Il y a des personnes, il faut qu'elles en rendent compte à l'écrit. Il y a des personnes, il faut qu'elles en rendent compte à l'écrit dans un cadre très spécifique qui est un document dédié. Vous voyez, donc tout ça, il faut qu'on en tienne compte parce que ce ne sont encore une fois pas les mêmes compétences clés mobilisées. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de progression personnalisée, mais qui s'appuie toujours sur la dynamique de groupe. Ça va? Donc après, c'est notre travail, hein, de construire ces marches. Les objectifs qu'on fixe aux personnes, ça c'est important aussi de le comprendre, c'est qu'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de diplôme dans ces formations, puisque ce n'est pas l'objet. En revanche, chaque stagiaire de la formation a bien une grille d'objectifs qu'on a fixée avec lui ou elle.
Et là, l'apport des établissements, il est fondamental pour nous parce qu'il y a forcément des dimensions qui nous échappent, vous voyez. Il y a des choses qui sont attendues au poste de travail. Nous, on ne peut pas du tout le deviner parce qu'on n'est pas spécialiste de vos métiers et puis de votre situation propre. Et donc, du coup, ce qu'on encourage beaucoup à travers alors, on communique aux établissements toujours une fiche, en fait, en début de formation, pour nous éclairer sur justement les situations dans lesquelles l'agent positionné il mobilise ses compétences clés. Donc, les documents utilisés, les calculs qui doivent être réalisés au poste, des choses comme ça. Des fois, en tant qu'encadrant, vous avez beaucoup de choses à faire pour les personnes, on sait bien en fait. Donc, remplir un document, des fois, ce n'est pas facile et puis vous n'avez pas le temps, puis ça passe un peu en dessous de la pile parce qu'il y a d'autres urgences. Nous, on est très preneurs, il faut savoir aussi, l'ALPES, de conversations téléphoniques, c'est-à-dire que parfois, simplement de nous connaître et qu'on puisse se passer un petit coup de fil pour préciser quelque chose, nous, ça va nous être très utile et ça va beaucoup faire progresser votre agent. Et vous, parfois, ça vous prend 5 minutes pour pouvoir échanger. Donc ça, notez-le bien aussi. Enfin, d'un côté comme de l'autre, c'est que nous, si on monte un groupe en fait, avec des agents de vos établissements, on va essayer de rentrer en contact avec vous. Il ne faut pas le voir comme une lourdeur, il faut plutôt le voir comme quelque chose qui va… Ah, apparemment, on ne m'entend plus. Si. Alors, nous, on vous entend, Claire. Hein. Nous, on vous entend depuis le début, donc je pense qu'il y a un souci avec Madame Charvel, mais ouais, nous, on vous entend. Hein. Alors, je vais vous inviter peut-être à… Ah oui, bon, d'accord. C'est de votre côté, alors… Je pense que c'est du côté de la personne qui vous entend plus, Florence, parce que nous, ça va. Je pense, a priori, d'autres personnes aussi. Oui. Ouais, non, je pense que c'est vraiment du côté de Florence. Alors, Jean-Baptiste, je vais essayer, je vais essayer de la contacter. Merci. Bon, ça me rassure parce que si d'un coup… Oui, on vous entend, Claire. Bon, ça va. Donc là-dessus, en tout cas… ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un dispositif, mais c'est très souple. Et nous, surtout, on est très preneurs d'échanges parce que ça nous apporte énormément. Et derrière, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. C'est aussi de vous dire, un agent, si vous l'avez positionné et que derrière, vous vous renseignez sur sa formation, vous faites un point avec lui, qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que maintenant, par exemple, je reprends mon histoire de logiciel de transmission parce que c'est très facile à comprendre pour vous. Si maintenant, quand tu remplis le logiciel, si tu y arrives mieux parce que tu as appris les choses à l'écrit dans le cadre de la formation, est-ce que tu veux qu'on fasse un point ensemble pour regarder ? Vous voyez, ça, c'est très utile parce que c'est ce qui permet à l'agent de transférer vraiment ses acquis, de pratiquer, en fait, ce qu'il apprend aux formations. De la même manière, pour que vous compreniez bien comment elle marche, cette formation, nous, on ne va pas donner des devoirs à vos agents. C'est une formation d'adulte. On ne va pas dire le soir, vous allez faire des conjugaisons, sauf s'ils sont demandeurs. Alors, pas forcément des conjugaisons, mais on peut leur donner accès à des outils de travail à la maison, des exercices, s'ils sont demandeurs, bien sûr, parce qu'il faut encourager. Mais avant tout, ce qu'on leur dit aux agents, c'est le premier travail qu'ils ont à faire, c'est mettre en pratique ce qu'on apprend en formation dans le cadre du travail. Voilà, quelqu'un qui vient, un agent qui vient, parce qu'il est très réservé, il a du mal à prendre la parole. Par exemple, dans le cadre de réunion, il a du mal à construire un argumentaire ou il a du mal à dire son point de vue. Du coup, si on le travaille en formation, on fait des mises en situation, on travaille plein de choses, l'intérêt, évidemment, c'est qu'après, il le pratique puis qu'il nous fasse un retour. Ah oui, là, dans la réunion, j'ai pu prendre la parole, j'étais à l'aise là-dessus, mais pas là-dessus. OK, on va retravailler ce sur quoi vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, donc pour dire que votre apport, il est vraiment… très intéressant pour nous. Et donc, le positionnement final, vous voyez, c'est un peu le pendant de tout ça. Donc, c'est de pouvoir, bien sûr, recueillir l'avis de l'agent sur la formation et puis d'évaluer les progrès réalisés de manière très objective et puis éventuellement de faire des préconisations. C'est-à-dire que quelqu'un qui a progressé sur 140 heures, mais on perçoit qu'il y a encore des manques, des lacunes au regard du poste ou au regard du projet, on va quand même le préciser. Et après, c'est une discussion, c'est-à-dire que, évidemment, l'établissement reste décisionnaire par rapport à vos besoins, vos nécessités de service, ça c'est vous qui savez. Mais par contre, c'est important que vous ayez ces éléments, pour savoir où la personne elle en est en fait. Ça va là-dessus, du coup, sur la démarche en fait de mise en place. Je prends ça pour un oui. Je reviendrai après sur les aspects très pratiques en fait, de la formation. Je veux juste vous donner des exemples parce que ça permet d'illustrer ce qu'on peut travailler dans le cadre de ces formations pour des personnes qu'on a formées vraiment. Alors, c'était dans le cadre du précédent dispositif 4C dans le Rhône, en fait. C'est des formations qu'on a fait entre 2017 et 2020. J'ai extrait 2 parcours, on va dire, que j'ai résumés.
en anonymisant bien sûr. Donc, Madame G travaille en tant qu'hôtelière dans un hôpital situé dans une petite ville à 45 km de Lyon. Elle est contractuelle au sein de son établissement. Et en fait, en raison d'une maîtrise insuffisante des compétences clés, elle éprouve des difficultés dans sa vie professionnelle, mais aussi quotidienne. Des difficultés très importantes. D'une part, elle exprime bien. Donc, j'ai repris vraiment des choses qu'elle a dit même à l'entretien de positionnement initial, en fait. Elle n'accède pas à des formations professionnelles parce qu'en fait, elle n'ose pas demander déjà à en bénéficier. Et en plus, elle craint de ne pas pouvoir suivre. Elle se dit, je vais devoir prendre des notes, je vais devoir comprendre, puis en fait, je n'arriverai pas à suivre. Et en plus, elle ne comprend pas bien les rouages, à qui s'adresser, que demander, voilà, comment je m'y prends concrètement. Donc, elle est un petit peu perdue, quoi, si vous voulez. Par ailleurs, elle a une grosse difficulté, cette dame, en fait, c'est qu'elle ne parvient pas à se déplacer en autonomie. Donc, je m'en souviens pour dire, parce que c'est moi qui l'avais reçue en entretien, pour venir au premier entretien, c'était un exploit, quoi, presque pour elle, de faire ce pas. Et elle avait été accompagnée par quelqu'un en voiture. Vous voyez, elle n'avait pas pu venir toute seule. Mais déjà, elle avait peur, en fait, de venir. Et en fait, elle ne sait donc ni lire une fiche horaire, ni un plan de ville ou de réseau de transport. Et elle a peur de se perdre. Donc, c'est pour ça qu'elle évite les situations où elle doit aller dans des lieux inconnus. Et enfin, elle n'utilise pas ou seulement avec de l'aide l'ordinateur du service, alors qu'elle doit l'utiliser en fait pour consulter les informations qui concernent les entrées et les sorties des patients. Donc voilà toutes ces difficultés en fait à cette personne-là. Donc à l'époque, on n'avait pas le module de 140 heures d'emblée, donc on avait fait une formation de 70 heures, mais vous voyez, c'est typiquement une personne en situation d'illettrisme qui avait besoin de plus, évidemment. Vous voyez la nature des difficultés, c'est assez important. Je précise également, parce que des fois, c'est là, quand on voit cette nature de difficulté, on se dit, mais non, cette dame, elle doit vraiment être peu autonome. Quand on discute avec cette personne-là, je veux dire, ça peut très bien ne pas se voir du tout. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très autonome dans la discussion, qui s'exprime très clairement, il n'y a pas de souci par ailleurs. Mais c'est vraiment ces 3 points-là qui étaient très, très compliqués pour elle. Au bout de 70 heures, elle a réalisé des progrès considérables au regard de ses difficultés. Elle exprime bien qu'elle se sent plus ouverte aux autres, qu'elle ose plus facilement s'adresser notamment au service RH pour poser une question, demander un renseignement, un document. Elle peut maintenant se repérer en fait sur une fiche horaire et elle opère quelques déplacements plus aisément. Et elle utilise l'ordinateur, désormais l'ordinateur, excusez-moi, il y a une coquille au sein de l'établissement, en autonomie. Voilà. Pour les petites tâches qu'elle doit faire. Ça ne veut pas dire qu'elle d'un coup, c'est une experte de l'ordinateur, mais par contre, pour consulter le logiciel, elle y arrive. Ceci dit, tout n'est pas réglé, vous voyez. Et donc, dans ce cas de figure, on avait préconisé une suite de parcours avec les objectifs suivants. Parvenir à se déplacer en autonomie, puisque pour l'instant, elle a du mal quand même à prendre le train, par exemple, seule. Donc, il y a des types de déplacements qui lui font quand même plus peur que d'autres. Voilà. Et puis, pouvoir plutôt là axer sur l'écrit, parce qu'elle avait aussi des difficultés à l'écrit, en fait, cette personne, mais ce n'était pas prioritaire par rapport aux autres objectifs que vous avez vus, qu'on a travaillé. C'est pouvoir rédiger des messages et renseigner des documents plus facilement. Voilà, donc vous voyez un peu comment on raisonne, si vous voulez, aussi de se dire la formation, il faut qu'elle règle vraiment des problèmes ou qu'elle participe à régler certains problèmes parce qu'il faut que la personne, ça la soulage. Et ça, c'est un très bon argument quand vous allez parler à des personnes, je pense notamment aux personnes en situation d'illettrisme, c'est de vraiment partager avec cette personne dans quelle difficulté ça la met de ne pas maîtriser certaines choses et quelle énergie elle passe et de dire, mais vous voyez ou tu vois, selon si vous voyez ou tutoyez les agents, voilà, peut-être la formation, ça va vous soulager en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir faire beaucoup plus facilement. Voilà. Donc c'est ça, l'enjeu, il est vraiment là. C'est pas tant le français en soi, le calcul en soi, que vraiment résoudre des problèmes auxquels on est confronté. Alors l'autre exemple, c'est pour que justement, vous voyez bien que ça peut être très varié. Donc c'est une personne qui relève du français langue étrangère cette fois. Donc Madame S, qui travaille en tant qu'agent d'accueil depuis 3 mois dans un centre hospitalier. De langue maternelle non francophone, elle ressent des besoins d'amélioration de son français oral et écrit pour satisfaire aux exigences de son poste. Donc voilà les difficultés qu'elle exprime avant l'entrée en formation. J'aimerais être plus à l'aise en expression, au standard. Ce n'est pas comme à la maison. Excusez-moi, en fait, je vous vois sur mon écran, donc ça me gêne un peu la lecture. Il peut y avoir des mots que je ne connais pas, exemple des pathologies, en fait, et je regarde sur Internet. Donc, elle se sert de son smartphone pour regarder, son iPhone pour regarder. Je vais faire des fautes d'orthographe, je vais savoir formuler, mais je vais être stressée d'écrire des fautes d'orthographe. J'aimerais bien être plus à l'aise en informatique. Avant, je ne faisais jamais de traitement de texte.
Je ne savais pas ce que c'est un module, le bureau sur l'ordinateur. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même des difficultés qui ne sont pas que d'ordre linguistique, mais c'est quand même quelqu'un qui a été scolarisé largement dans son pays d'origine. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout les mêmes besoins en fait. Hein. Placement de produit, ouais, je suis désolée, je pensais avoir mis smartphone. Quelqu'un me fait une blague sur le iPhone. Je ne suis pas payée par Apple. Donc, à l'issue d'une formation de 140 heures, donc cette fois-ci, on avait pu mettre un module en place de 140 heures, Madame S exprime les améliorations suivantes. La formation, elle m'a aidée à être plus à l'aise devant un groupe, à prendre la parole. Elle m'a permis de prendre confiance et de m'exprimer en français. Je suis plus à l'aise sur l'ordinateur maintenant. Et donc, elle était très suivie, cette dame, par sa cadre, en fait, hein, qui lui avait permis d'évoluer. Donc, sa cadre présente lors des bilans intermédiaires et finales, elle témoigne également des progrès de Madame S. Cette formation lui a permis de progresser de manière considérable à l'oral, à l'écrit. Elle a une grande capacité à apprendre. Elle a acquis des bases qui lui permettent d'aller vers des formations plus ciblées. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, quand je parlais de la première marche vers d'autres formations, sa cadre, elle dit maintenant, c'est bon, maintenant elle est à l'aise et on va pouvoir l'envoyer vers des formations informatiques, bureautiques, mais plus précises, ou des formations très en lien avec son nouveau métier, qui est agent d'accueil, par exemple la gestion des conflits. Mais vous voyez, sans la première marche compétence clé 4C, cette dame, elle aurait été un peu mal à l'aise parce qu'en fait, il lui aurait manqué du lexique, il lui aurait manqué des tournures de phrases pour pouvoir justement aller vers cette formation gestion des conflits. Voilà, donc vous voyez, ça illustre bien que ça peut être on peut être sur des angles d'attaque très, très différents. Et pour autant, alors là, ces deux personnes n'étaient pas dans le même groupe, il se trouve que non, mais elles auraient très bien pu être dans le même groupe. Et pour autant, on aurait pu travailler collectivement et individuellement. Voilà, il y avait des personnes dans le groupe de Madame S qui étaient un peu plus du profil de Madame G que je vous ai présenté précédemment. Ça va du coup c'est des exemples bien fouillés parce que voilà, c'est ce qui permet que ce soit parlant pour vous. Alors du coup, la mise en œuvre, donc j'y viens sur les aspects très pratiques qui sont, c'est fondamental hein, pour que vous puissiez le mettre en place. Il faut que ce soit simple. Les positionnements donc sont individuels, hein, je l'ai dit, et peuvent être organisés au sein des établissements ou dans les locaux de la NFH sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est très important que ça puisse être organisé chez vous. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Et on parlait des personnes qui peuvent être en difficulté pour se déplacer. C'est quand même assez rassurant, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas directement d'emblée à prendre des transports ou à s'organiser. Ceci dit, il peut y avoir des personnes pour lesquelles c'est intéressant de le proposer dans les locaux de la NFH parce que, vous voyez, comme c'est un sujet des fois un peu sensible, en fait, voilà, elles peuvent ne pas avoir envie d'être perçues, d'être vues, voilà, ça peut arriver. Donc, c'est bien d'avoir cette possibilité, si c'est réaliste par rapport au niveau de la personne et à ses capacités de déplacement, en fait, en autonomie. En tout cas, c'est souple, c'est-à-dire que nous, le principe, c'est qu'on communique des dates, des plages. Quand il y a des besoins, on communique des dates à la NFH qui vous les communique. Ceci dit, si les dates ne conviennent pas ou s'il faut s'organiser autrement, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il faut toujours bien valider votre positionnement avec la NFH, hein, qui est bien sûr qui est financeur et puis qui va trancher, on va dire. Mais par contre, n'hésitez quand même pas, il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas vous dire ces plages ne me conviennent pas du tout parce que nous, en fait, on peut être très souple. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Contactez-nous, en fait, hein, en direct pour qu'on en discute. Évidemment, si vous avez plusieurs positionnements à faire dans un même établissement, comme là, on va des fois se déplacer, parfois un peu loin, c'est sûr que on préfère que ce soit la même journée si possible. Mais voilà, si ce n'est pas possible, il faut qu'on en discute. On n'est pas figé en tout cas. Le rythme de formation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, en fait, la formation, on peut la monter, c'est le point suivant, en intra, c'est-à-dire pour des agents d'un même établissement, en inter-établissement, si voilà, vous êtes par exemple 3-4 établissements, il y en a qui un établissement qui positionne 3 personnes, l'autre 2 personnes, voilà, on va monter un groupe, ou bien en groupement hospitalier territorial aussi, où des fois vous avez des logiques communes. Ce qu'il faut se dire, c'est que le calendrier de la formation, nous, c'est pareil, on n'a pas d'idée préconçue, parce qu'en fait, il faut avant tout que la formation, elle puisse être mise en œuvre, vous voyez ? C'est-à-dire que si on vous donne un calendrier puis qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à vos contraintes, ça ne va pas marcher. Donc, il vaut mieux être explicite sur les contraintes. Il y a peut-être des jours à éviter, par exemple. Parfois, c'est les mercredis, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel. Donc, vous nous dites, les mercredis, déjà, on évite d'emblée. Il peut y avoir des périodes dans l'année qu'il faut éviter pour telle ou telle raison, mais que nous, effectivement, on ne peut pas maîtriser parce qu'on n'est pas dans vos réalités d'établissement qui sont très différentes. Donc, quand on monte un groupe en intra, c'est-à-dire pour des agents d'un même établissement,
évidemment, les contraintes peuvent être plus facilement prises en compte puisque c'est un peu vous qui êtes décisionnaire, si vous voulez. Quand c'est en interne, c'est souvent plutôt nous qui proposons un rythme parce que vous êtes plusieurs établissements concernés, donc voilà, vous avez moins de marge de manœuvre. Voilà, en tout cas, encore une fois là-dessus, c'est que, comme sur le reste, nous, on est ouvert à en discuter parce qu'on veut avant tout que ce soit possible de mettre en œuvre des formations. Maintenant, il faut aussi prendre en compte la contrainte pédagogique. C'est-à-dire que nous, si vous nous dites on veut une formation de 20 heures une après-midi par semaine, on va vous dire ça risque d'être un peu limité, vous voyez. Donc il y a des choses qu'on préconise quand même évidemment pour que le travail soit bien fait. Effectivement, la journée complète en formation, mais souvent c'est ce qui vous convient le mieux, donc ça colle bien, nos intérêts collent bien, c'est très bien d'un point de vue pédagogique parce que les personnes, elles sont uniquement en formation. Elles n'ont pas le travail avant ou le travail après. Elles se consacrent à la formation et elles ont vraiment le temps de rentrer dans les apprentissages. Sachant que ce n'est pas long, parce que parfois on peut avoir cette représentation qu'une journée, ça peut être long, une journée d'affilée sur les savoirs fondamentaux. Ce n'est pas long parce qu'en fait, on va beaucoup alterner, nous, les activités. Donc, on n'est pas sur des... On ne va pas faire, 4 heures de... Je dis encore mon exemple de conjugaison, hein, vous allez dire, je ne me renouvelle pas beaucoup. Mais pour vous dire, ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Donc, il y a de l'échange à l'oral, il y a une pratique après à l'écrit, il y a une pratique du raisonnement, on va utiliser l'outil numérique. Donc, vous voyez, dans la journée, les modes d'apprentissage sont très variés. Et là, j'ai cité 2 rythmes qu'on a pu mettre en œuvre, en fait, en tant que prestataire. On mettait en œuvre avec la NFH Rhône par le passé, c'était 2 journées tous les 15 jours. Là, on a un groupe actuellement qu'on met en œuvre du coup à Grenoble, donc avec la NFH Alpes. C'est 1 journée par semaine, mais c'est encore une fois ouvert. Voilà. Est-ce que ça va là-dessus sur les aspects très pratiques ? Je vous affiche à nouveau sur mon écran principal. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui ? Ok. Pas de questions par rapport à ça, du coup. Bon. Très bien. C'est très clair, on me dit. Écoutez, parfait. Tant mieux. Donc, vous voyez bien sur le processus, hein, c'est que vous allez, j'espère, en tout cas, recenser des besoins au sein de vos établissements. Vous allez... Excusez-moi. Oui. Marie-Claire Kessassi du centre hospitalier de Vienne. Je ne trouvais plus le petit icône, donc j'ai mis un petit peu de temps à réagir par rapport à la slide d'avant. En fait, ce dispositif n'est plus individuel dès lors que commence la formation. C'est uniquement le test de positionnement qui est individuel. Et ensuite, forcément, ce sera donc une intégration dans un groupe parce que j'ai 2 ou 3 agents qui pourraient relever de ce dispositif, mais avec 3 profils complètement différents, en fait. Ouais. Oui, alors ça, du coup, c'est que c'est vraiment le positionnement qui va me permettre de dire est-ce que c'est réaliste de les former dans le même groupe ou est-ce que ça sera intéressant d'essayer de constituer 2 groupes, vous voyez, parce qu'on peut aussi avoir cette logique. Parfois, il y a des personnes, alors on peut de toute manière former des personnes dans un groupe où les profils sont très hétérogènes, on a l'habitude de le faire, sachant que ce sont aussi des petits groupes. C'est vrai que je n'ai pas mentionné le nombre de personnes, mais on était souvent sur des groupes de 7, 8 agents maximum. Donc, vous voyez, pour individualiser pour la formatrice, c'est quand même assez confortable. Ceci dit, nous, pendant l'entretien, ça peut arriver qu'on se dise « Ouh là là, là quand même, l'écart il est tellement important que ça va être un petit peu délicat ». Et auquel cas, c'est aussi des échanges qu'on peut avoir avec vous en disant est-ce que vous pensez, déjà qu'on est avec la personne, en fait, et puis de dire là, la personne de l'intégrer d'emblée dans ce groupe, ce n'est pas forcément le plus malin. Et on en discute pour voir ce qui est possible. Est-ce que la personne, elle est très pressée? Est-ce qu'elle peut attendre, vous voyez, pour que ce soit le plus pertinent possible? Mais bien souvent, des personnes de profils très différents, ça peut marcher quand même. Hein. On l'a fait et c'est pas un frein, en fait. D'accord. Merci. De rien. La formation collective, du coup, j'y reviens un peu, c'est important à votre question. Le fait que le positionnement soit individuel, c'est nécessaire, parce que vous voyez pourquoi, hein, parce que dans le cadre de l'entretien, on va aborder même des questions parfois un petit peu personnelles, parce qu'on parle du parcours de la personne. On a besoin que la personne elle s'exprime en toute confiance, on va dire. Hein. On garantit aussi un cadre de confidentialité, c'est-à-dire que ce qu'on va ensuite vous renvoyer aux établissements, on renvoie bien sûr une synthèse, mais c'est une synthèse sur laquelle on se sera mis d'accord avec l'agent. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. Tous les échanges qu'on a dans l'entretien qui dure quand même 2 heures ne sont pas intégralement transmis aux établissements, bien sûr. Par contre, à l'établissement, c'est très important qu'on transmette quels sont les axes prioritaires,
sur quoi on va pouvoir travailler avec cette personne en formation. Donc, l'aspect individuel du positionnement, pour nous, il est, pour nous et puis pour la NFH, c'est vraiment une demande de la NFH, mais à laquelle on adhère complètement, nous, l'ALPES. C'est très, très important. Par contre, en formation, la dimension collective va être très importante aussi. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a aussi l'enjeu, si vous voulez, que les personnes avec des difficultés, elles se reconnaissent dans d'autres. C'est-à-dire, je pense notamment aux personnes en situation d'illettrisme. Bien souvent, elles se sont construites dans l'idée que c'est les seules à avoir ce type de difficultés, puisqu'elles n'en parlent pas. Et en fait, on s'aperçoit en formation que c'est un levier pas possible, la dimension collective. Et puis parce que comme on s'appuie sur leur vécu professionnel, sur les documents qu'elles utilisent, sur les procédures, en fait, les échanges, ils sont vraiment très riches. Et l'autre effet que ça a, l'aspect collectif, ça c'est vrai que je le dis parce que c'est beaucoup le retour qu'on a eu sur ces groupes, c'est qu'en fait, ça ouvre le champ des agents. Au-delà des apprentissages qu'ils font, au niveau des savoirs fondamentaux vraiment, ils vont dire mais moi, mais j'ai découvert tel EHPAD, tel établissement, tel service, mais ce métier, je ne savais pas que ça existait, vous voyez. Donc souvent, il y a aussi j'allais dire un bénéfice collatéral, c'est que ça va vraiment ouvrir leur champ des possibles, quelque part. Donc voilà, c'est intéressant aussi cet aspect collectif. En tout cas, donc, quand vous avez recensé des besoins, il ne faut pas hésiter donc, à contacter la NFH pour inscrire les agents. Comme je le disais, la NFH va transmettre les dates que nous, ALPES, on a transmises, mais encore une fois, si ça bloque, n'hésitez pas à le dire pour qu'on envisage autre chose. Il ne faut pas laisser tomber pour autant. Le financement des parcours, alors je le présente, mais du coup, Nelly et Marie-Capucine, n'hésitez pas en fait, à intervenir là-dessus si vous le voulez. Donc, le financement des parcours agents est prévu sur les fonds mutualisés ANFH, donc en mobilisant le FQ et le CPF. Alors, c'est important de comprendre que du coup, la formation, elle est prise en charge en fait pour le coût pédagogique, que ce soit le positionnement et la formation. Et c'est attendu que l'agent mobilise son CPF, mais vous me coupez encore une fois, Nelly ou Marie-Capucine, si vous voulez l'expliquer mieux que moi ou préciser. Mais si l'agent n'a pas d'heures à son compteur, c'est quand même envisageable qu'il rentre en formation. Donc, il faut, encore une fois, là aussi, il faut bien appeler la NFH si vous avez un doute. Il ne faut pas d'emblée écarter en fait, la possibilité. Par contre, c'est ça, c'est que l'établissement doit s'assurer de l'accord de l'agent pour mobiliser le CPF. Et s'il n'y a pas d'heure au CPF, il faut bien alerter pour trouver une solution. C'est ça, Nelly? Oui, tout à fait. Effectivement, sur le blocage par rapport aux heures de CPF, c'est une négociation qui peut se faire. Effectivement, s'il y a 0 heure, c'est pas pour ça qu'on va laisser l'agent sur le carreau, parce que nous, en plus, on a vraiment envie que ces actions aient lieu. Et donc, s'il y a une difficulté pour un agent, c'est quand même bête qu'il soit bloqué parce qu'il a 0 heure. Bon, aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des agents, surtout cette typologie d'agents, qui se retrouvent avec 0 heure, parce qu'il faudrait qu'ils soient partis en formation. Et bien souvent, c'est une typologie d'agents qui ne partent pas en formation. Donc, par défaut, je pense qu'une grande majorité auront des heures CPF à mobiliser. Après, à voir si on mobilise toutes les heures, c'est-à-dire si on mobilise l'ensemble des heures CPF qui correspondent au nombre d'heures de la formation réelle, ou on peut négocier une partie des heures, c'est-à-dire ne pas lui faire griller toutes ses cartouches, entre guillemets, d'heures CPF pour la formation 4C. Donc ça, il faudra qu'on en discute aussi au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est quand même, attention, même si vous allez être acteur principal dans l'inscription des agents, comme on négocie quand même la mobilisation du CPF, il faudra quand même bien, effectivement, comme il est noté dans le slide de Claire, s'assurer de l'accord de l'agent de mobiliser ses heures de CPF, puisque le CPF, c'est un droit individuel, donc il faut bien que l'agent soit au courant qu'on va lui prendre des heures, une partie des heures du CPF pour la formation. Mais sur le nombre d'heures, voilà, il y aura pas de souci. Même s'il y a très peu d'heures CPF, on pourra tout à fait faire même des parcours à 140 heures sans aucun souci. Et puis après, peut-être si je peux compléter, parce que ça, c'est plutôt sur les aspects compréhension du CPF, c'est quand même pas simple en fait. Justement, c'est en lien avec les problématiques qu'on traite dans ces formations. Il faut aussi bien rassurer sur le fait que c'est pas leur compte. Alors, l'avantage, vous avez des comptes en heures dans la fonction publique hospitalière, donc vous n'êtes pas confronté au problème des comptes en euros, parce que ça, des fois, c'est complètement insécurisant, parce que les personnes, elles peuvent penser qu'on leur enlève des sous, vous voyez. Donc, c'est aussi de comprendre que le CPF, il se régénère au fur et à mesure qu'on l'utilise, donc il n'y a pas
de dommages, c'est-à-dire que si derrière elles envisagent d'autres formations avec leur CPF, il faut regarder, mais que ça ne sera pas forcément un frein d'utiliser des heures de leur CPF pour financer, pour faire cette formation 4C. Mais parfois, c'est vrai que faut rassurer parce que vous pouvez effectivement avoir des agences pour lesquelles c'est des logiques qu'ils comprennent difficilement. Déjà, c'est difficile à comprendre quand on est bien outillé. Si en plus, il nous manque justement certains raisonnements, certains accès à la lecture, certains accès au lexique, on peut être un peu perdu. Donc, c'est vrai que c'est une discussion à avoir quand même. Mais pour rassurer, avant tout, en fait. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais donc vous comprenez bien. Donc, sur la formation, il y a vraiment positionnement formation. Sur l'offre de sensibilisation, donc, qui est préalable à la formation, n'hésitez pas, donc pareil, à faire vos demandes. Si vous avez, en tout cas, si ça vous a ce temps-là de webinaire, il vous a permis d'identifier des choses à approfondir, qu'au sein de votre établissement, vous vous dites, quand même, j'ai des collègues, ça les intéresserait, en fait, cette question-là. On peut organiser des ateliers pratiques au sein d'un établissement, en interétablissement, au sein d'un GHT. Et puis, donc, je mets quand même la précaution, mais pareil, Nelly, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, mais évidemment, c'est un financement dans la mesure de vos budgets, la NFH. Après, je ne crois pas que tout le monde va se jeter sur un atelier personnalisé pour son propre établissement, donc on n'est peut-être pas là. Voilà. Mais bien sûr, la NFH pourra vous dire, oui, c'est possible ou ce n'est pas possible. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter, Nelly, n'hésitez pas. Non, sur les ateliers, effectivement, nous on est très ouverts. On peut en organiser, alors peut-être pas sur cette fin d'année, mais plutôt sur début 2023. Premier semestre 2023. Sauf si vraiment il y a une demande interne et qu'on arrive à bloquer une date et que vous êtes aussi vous disponible. Mais c'est vrai que ce serait bien, effectivement, de pouvoir en organiser un ou deux, parce qu'on trouve que c'est toujours intéressant, et que ce soit en interétablissement ou dans un établissement, comme vous disiez, ou dans un service même, éventuellement. Un service qui est identifié comme problématique. Je sais qu'au niveau des hospices, dans l'ancien dispositif, il y avait eu une sensibilisation sur les cadres techniques, des services techniques qui avaient été sensibilisés toutes ces problématiques-là. Donc, ça peut être au sein d'un service dans votre établissement. Donc, nous, on est très ouverts pour les inscriptions et pour l'organisation. Et puis, les modalités peuvent être très variées, parce que vous voyez, c'est un petit peu comme ce que j'expliquais sur la formation, il faut que ce soit réaliste. Donc, on sait bien que tout le monde est assez pris, en fait, dans vos secteurs. Donc, en fait, il ne faut pas que ça se rajoute comme une charge. Mais si vous nous dites, dans mon établissement, quand même, j'aimerais bien effectivement sensibiliser l'ensemble des cadres sur un service où moi, j'ai assisté, mais par exemple, le service RH, en fait, il n'est pas très au fait de cette question et je pense que ça serait intéressant qu'ils aient un atelier où j'aimerais bien mixer les deux. On peut se dire, il y a l'approche très... on va dire, les personnes, elles n'auront pas plus de 2 heures à y consacrer. OK, on fait un atelier de 2 heures. Pourquoi pas en visio si c'est plus facile. Sachant que la limite, c'est que comme ce sont des ateliers que nous, on essaye de rendre très participatifs parce qu'on essaye de partir vraiment des questionnements des uns et des autres. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, où c'est très descendant. Évidemment, on préfère en présentiel, on préfère avoir plus de temps, vous voyez. Mais ça, on peut en discuter ensemble pour voir la modalité qui est la plus réaliste et à la fois adaptée pour permettre une sensibilisation efficace, qui fonctionne. Voilà. Du coup, donc, sur le repérage orienté, accompagné, donc je vais dire quelques mots, ça va aller vite, parce que du coup, on n'aura pas le temps de tout développer. Je vous rappelle juste, donc, en tout cas, beaucoup pour les personnes en situation d'illettrisme, mais parfois aussi pour les autres, parce qu'on peut avoir développé ces sentiments. Il y a bien sûr des freins à cette formation. Un sentiment de honte, une peur d'être stigmatisé parce que repéré, une appréhension que la formation soit scolaire, je ne veux pas retourner à l'école. Parfois, les freins, donc pour les personnes, plutôt pas les personnes en situation d'illettrisme, justement, c'est une volonté de se former, mais d'être perdu, en fait, dans les dispositifs, les procédés pour demander une formation. Et puis, ce qui est très fort et qu'on relève quand même souvent, donc il faut en avoir conscience, c'est la peur d'être mal vu par des collègues, parce que comme ce sont des formations qui sont un peu longues, si la personne n'est pas remplacée, effectivement, la charge de travail, elle repose quand même un peu sur ses collègues. Donc, tout ça, c'est un processus, il faut avoir conscience que ça, il faut l'accompagner. L'idéal, c'est de pouvoir remplacer les personnes, mais on sait que ce n'est pas toujours possible. Du coup, voilà. Quand ce n'est pas possible, c'est aussi de pouvoir
en fait, il faut qu'il y ait une conscience un petit peu partagée du fait que cette formation va être utile à d'autres qu'à l'agent principalement concerné. Vous voyez, c'est ça qui va aider. C'est que malgré tout, j'ai parlé des stratégies de compensation. Des agents qui compensent en permanence pour leurs collègues, je veux dire, ils peuvent aussi partager l'intérêt à ce que ce collègue il aille en formation, parce que du coup, ils vont être soulagés aussi sur leur poste. Donc, c'est d'avoir cette vision en fait d'un investissement à long terme. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'effectivement, sur des formations de 140 heures, c'est long. C'est long. Donc, il faut l'accompagner, il faut faire comprendre en fait pourquoi. Ensuite, voilà, donc vous avez des leviers bien sûr face à ces freins. C'est une solution à des problèmes récurrents. Je l'ai dit, ça peut apparaître comme un soulagement. La peur de la formation scolaire, donc c'est vraiment de pouvoir. Vous avez compris, vous avez compris. J'espère que vous avez compris à travers mes explications comment on s'y prend. C'est-à-dire que c'est une formation professionnelle pour les adultes, adaptée au niveau de chacun, chacune. Donc voilà, il n'y aura pas de dictée, il n'y aura pas d'interrogation au tableau. C'est pas comme ça qu'on procède. Donc ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Il n'y a aucun prérequis exigé, ça je l'ai déjà dit, mais il faut bien le marteler parce que la représentation, elle est telle que je vous assure, même des personnes qui arrivent en entretien, qui sont très stressées et qui nous demandent à la fin. Alors, vous voyez, on a eu des super échanges pendant l'entretien, on a fait des tests qui se sont très bien passés, ils ont vu qu'ils étaient à l'aise dans certaines choses, ils ont vu là où ils pouvaient gagner en confiance, en autonomie, on a tout partagé avec eux. Ils nous demandent quand même à la fin, mais alors, est-ce que je suis pris, vous voyez, pour la formation? Donc, c'est pour vous dire que c'est tenace, ce préjugé qu'on va être sélectionné. Donc, il faut vraiment arriver à le mettre de côté le plus possible. Et donc, c'est aussi un argument pour convaincre les personnes, en tout cas, qui sont un petit peu freinées, qui ont un peu peur d'y aller. C'est que la formation, elle sert aussi à tous les niveaux. Ça, c'est vrai que je l'ai peu appuyé parce que nous, on tient à l'articulation aux situations professionnelles parce qu'on pense que c'est ce qui est le plus facilement, que la personne peut le plus facilement réinvestir. Mais il faut bien comprendre que quand on est sur les savoirs fondamentaux, tout ce qu'on acquiert dans le champ professionnel, on l'acquiert aussi dans le champ personnel. Et le bon exemple, c'est les applications. Quand vous travaillez sur le numérique, vous travaillez aussi sur le numérique pour toutes les applications qui servent à faire des démarches administratives, à faire le suivi médical, à suivre la scolarité des enfants sur Pronote, laclasse.com et autres. Voyez. Donc en fait, d'une part, c'est des besoins qu'on peut traiter complètement aussi en formation parce que des fois, ils peuvent être prioritaires pour les personnes, donc il faut s'y attaquer. Voilà. Et d'autre part, même quand on ne le travaille pas en tant que tel, il y a des transferts qui se font. Voilà, parce qu'on a appris à se repérer dans une arborescence, on a appris à scanner un document, on a appris à se connecter à un espace en ligne. Donc, on peut le transférer dans sa vie personnelle. Donc, ça, c'est un bon argument aussi pour vous. Et donc, pour en parler, donc, voilà, je vais le survoler aussi un petit peu, mais ce sont juste quelques idées. C'est se dire que quand on parle à un agent de ce type de difficulté, effectivement, ce n'est pas neutre. Donc, il faut pouvoir saisir une occasion pour en parler simplement et de manière positive. Donc, évidemment, on conseille de le faire dans le cadre d'un entretien, parce que vous voyez bien, entre deux portes, d'aborder la question de j'ai vu que c'était difficile pour toi de rédiger tel ou tel message ou bien de réaliser tel ou tel calcul, ce n'est pas évident. C'est bien de partir du constat partagé d'une difficulté, plutôt que d'aller pointer le doigt sur la personne, même gentiment. Des fois, on peut le faire de manière très bienveillante, mais en disant j'ai vu que tu étais en difficulté, parfois c'est un peu dur à recevoir. Tandis que dire voilà, on a mis en place tel document, telle procédure, c'est nouveau. Ça peut être normal d'avoir besoin de se former pour mieux comprendre. Voilà, j'ai vu que ce n'était pas évident pour toi, mais en même temps, c'est une procédure qui est nouvelle. Donc voilà, moi, je te propose en fait par rapport à cette difficulté une solution. Alors, il y a une question, je m'interromps. Donc, les médecins étrangers FLE maîtrisant mal la langue française peuvent-ils intégrer cette formation après test de positionnement? Alors, on n'en a jamais eu. Quand même, je dirais plutôt non comme ça. Non, mais encore une fois, il faut toujours qu'on discute en fait de chaque situation. Mais juste, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, ça peut être pour deux raisons peut-être pédagogiques, c'est pas forcément pertinent de les intégrer, mais notamment sur un point de vue financier, puisque les médecins, ils sont pas éligibles sur l'enveloppe du FQCPF, puisque ça fait partie il y a des liens avec le plan de formation et que les médecins ne sont pas dans le plan de formation. Donc voilà, c'est pas un public éligible. Et en plus, oui, c'était des agents catégorie C qui sont visés principalement. Oui, quand même, oui. Après, il faut se dire que sur les médecins, non, par contre, vous pouvez avoir des questions sur comment on fait.
Oui, donc moi, je suis ouverte à en discuter plutôt sur l'aspect conseil, mais vous voyez, il peut y avoir, disons que les médecins étrangers, vous avez, je pense, pléthore de possibilités, en fait, de les former sur des cours de FLE. Parce que vous voyez, c'est typiquement les profils dont je parlais, qui peuvent être, voilà, qui sont très diplômés, qui sont médecins en France. Donc, l'apprentissage de la langue, il peut être très rapide avec des modules FLE très efficaces. Et voilà, c'est vrai que les modalités que nous, on propose, c'est quand même plus adapté pour des personnes qui ont d'autres natures de difficultés, vous voyez, et qui sont sur des postes quand même de premier niveau de qualification. Voilà. Après, si vous avez des questions là-dessus, moi, d'en discuter, par contre, ça m'intéresse. Sans parler du dispositif 4C, mais... Ça va donc là-dessus. Après, c'est bien aussi quand on aborde cette question avec quelqu'un d'émettre des hypothèses. Vous voyez, c'est-à-dire que bah oui, c'est une question sur laquelle on n'est pas sûr de nous, en fait. On a repéré peut-être des difficultés, on a identifié des indices qui nous mettent des alertes, quoi, voilà, sur des difficultés éventuelles. Bah, c'est bien de pouvoir dire, voilà, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que, bah, tu n'en as jamais parlé, mais sans mettre la personne, sans acculer la personne. Voilà. Et puis, c'est vraiment de valoriser la capacité à reconnaître des difficultés. Vous voyez, parce que en fait, quand on en parle à quelqu'un, c'est dire, ben, voilà, là, tu vois, tu m'en parles, ben, en même temps, c'est super courageux. Et en plus, ça veut dire que si tu décides de te former, finalement, c'est que tu veux avancer. Et ça, c'est très positif. Et de prendre des exemples contraires pour valoriser la personne. Dire, bah, tu vois, il y a des personnes, bah, elles restent dans leurs difficultés et en fait, elles n'avancent pas. Puis déjà, elles se punissent, elles, en premier lieu. Et puis après, voilà, on peut prendre l'exemple de l'informatique, souvent c'est très parlant. Ouais, même votre exemple, vous pouvez prendre des exemples personnels, des fois dire, bah, tu sais, moi, quand on a mis en place tel logiciel, j'étais vraiment pas à l'aise. Bon, bah, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je reste là-dedans, mais du coup, ça va me prendre de l'énergie, je vais être mal à l'aise, je vais pas oser le dire. Soit je prends les devants et puis je me forme. Et puis du coup, voilà, en fait, ça va mieux depuis que j'ai fait cette formation. Voilà, ça permet vraiment de, je sais pas comment dire, il faut un peu s'identifier aussi aux difficultés ressenties par la personne. Donc voilà, là, c'est plutôt un peu comme un teaser pour vous donner envie d'aller plus loin. Mais en tout cas, il y a des bons leviers pour en discuter. Est-ce que vous avez des questions voilà, avant que j'aborde vraiment la toute dernière partie de notre temps qui est très, très courte? Des remarques? Alors, sur les ressources et les contacts, donc vous pouvez, bien sûr, le site de la NFH, je vous invite vraiment à le visiter. Sur la question des 4C, il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées, des petites plaquettes en fait, qui résument plein d'aspects là, que j'ai abordés aujourd'hui. Et puis des vidéos qui sont très bien faites pour pouvoir bah, éventuellement montrer à des collègues pour expliquer très rapidement en fait, ce que sont les compétences clés et quels problèmes voilà, les personnes peuvent rencontrer en situation. Donc premièrement, c'est votre première ressource. Bien sûr, vous avez vos contacts, mais que voilà, j'ai remis ici, mais que vous connaissez, donc qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je parle pour vous, Nelly et Marie-Capucine, mais évidemment que voilà, si vous avez une question sur le dispositif, il ne faut pas hésiter en fait à les contacter pour avoir un éclairage. Et puis je vous ai mis également mon contact pour l'ALPS. Donc à savoir qu'on partage en fait cette partie sensibilisation avec ma collègue Noémie Morin qui est ici aujourd'hui avec nous. Donc voilà, ce sera soit l'une, soit l'autre qui pourra répondre à vos questions. Là, c'est mon contact, mais on communique entre nous, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à visiter notre site. On n'est pas les meilleurs en communication numérique, donc je vous dirais que le site n'est pas toujours très à jour. Donc, si vous voulez des infos précises, il vaut mieux nous contacter. Jean-Baptiste vous indique dans le chat le lien vers le support que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous savez, c'est Geniali, donc c'est un support qui se consulte sur Internet. Donc voilà, si vous avez besoin du PDF, je vais bien le transmettre en tout cas à la NFH qui peut vous le retransmettre derrière, ou n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous l'envoyer aussi directement si vous êtes plus à l'aise avec l'outil PDF que le lien Geniali. Voilà pour les supports. Et donc, en dernier lieu, je vous invite bien sûr à renseigner, donc c'est très important pour nous, en fait, le questionnaire d'évaluation. Donc, Jean-Baptiste vous indique le lien vers ce questionnaire. C'est un Google Form. Je suis désolée pour le placement de produit encore. C'est juste quelques minutes. Pour nous, c'est très important parce qu'il faut vraiment qu'on sache si ce format, ce webinaire, il vous apporte des infos que vous n'aviez pas avant. Est-ce qu'il vous donne envie d'aller plus loin ? Est-ce que vous avez des remarques sur la logistique, sur l'accueil voilà.
tout ce que vous avez à dire, c'est important pour nous. Vous voulez bien le PDF. Vous savez ce que je vais faire? Je vais renvoyer en fait le PDF à toutes les personnes présentes. Comme ça, je me dis, en fait, ce sera plus simple. Voilà, on fera ça. Tu as une question, Claire? Ouais, tu veux la lire, Jean-Baptiste? Donc, une question de monsieur et madame Paulin qui demande si un agent qui a déjà participé à ce dispositif peut participer à nouveau. Alors, oui, bien sûr. C'est pas, il n'y a pas forcément. C'est ce qu'on disait précédemment. En fait, vous pouvez très bien avoir un parcours qui n'a pas suffi à tout combler, vous voyez, ou la situation de la personne a changé entre-temps. Et du coup, c'est intéressant d'y revenir. Donc, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'exclusivité là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? J'arrête l'enregistrement.